Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Salut. Et bonsoir. Ça y est, Salut Mélo, on salut les entend. mecs. ça gaze. Avec nous ce soir, vous l'avez entendu parler en premier, Ostriker, aussi connu sous le nom de Oz, coach top 12 monde, je tenais à le dire quand même, quand même pas Ah, enlever ce palmarès. les gens, ils Victor ont est commencé d'accord. là. J'ai les cheveux gris. Ma carrière, elle a commencé il y a bien longtemps avant d'être coach. Hein. C'est vrai, Carrière d'1.6. joueur, Bien, bien, coach. joueur, leader. Bien meilleur que ton mari d'ailleurs. Oh là Ouais, on a là vu là tes là stats, là. À cette Attention, époque-là. il est dans le On a vu, chat. on a Je vu Attention. sais, tes... je l'ai vu. Je me permets d'intervenir. On a vu tes stats sur HLTV, Oz. On faisait comme on peut. Hein. On faisait comme on peut. Et aujourd'hui, donc, streamer à temps plein, qui accompagne également l'équipe AAA. Par rapport à AAA, c'est quoi ton rôle exactement? Tu es manager, tu as relancé l'équipe en tant que CEO de l'org, ou c'est quoi? Alors, c'est pas que je suis CEO de l'org, mais je suis, on va dire que comment on peut essayer de qualifier ça? On va dire que je suis le directeur du projet dans sa globalité. Et en fait, AA, je les ai contactés pour savoir si c'était possible de faire un retour en m'associant à leur tag. Et donc, moi, voilà, je dirige de A à Z, c'est-à-dire les partenaires, l'image de l'équipe, la communication, enfin voilà, tout. Je gère tout. Et sous le tag AA. Donc, je ne sais pas comment on peut le dire parce que je travaille pas pour AA, mais on est D'accord, oui. associé. En fait, on est associé. On est associé, mais il me laisse carte blanche pour tout faire et tout. Voilà. Ok, super. Notre deuxième invité aujourd'hui, vous l'avez déjà vu débattre avec nous, il est déjà venu, il est souvent sous le chat avec des avis parfois controversés. C'est le grand Imperator Augustus qui est avec nous. Donc Victor, merci d'être venu sur l'émission. Donc Victor, qui est modérateur de Oz, Ouais. fidèle viewer de cette émission et également depuis les 2 derniers mois, freelance qui s'occupe de la partie CS pour Parlons eSport. Est-ce que tu peux C'est nous ça. dire 2 mots sur Parlons eSport, savoir ce que tu fais, ce que ça propose? Parlons eSport, c'est un média multigaming. Donc, ils ont déjà leur compte principal. Et il y a peu de temps, ils ont ouvert en fait des comptes pour certains jeux. Donc, il y a Parlons eSport Valorant, CS, il y a aussi pour les jeux de combat et il y a aussi pour LoL aussi. Et donc, ils ont eu besoin en fait de gens pour gérer en fait les différents comptes. Parce que pour faire moins général et pour avoir un petit peu depuis le compte principal et pouvoir gérer les autres jeux à part. Et puis bah je m'occupe de tout ce qui est visuel, tweet, info, résultats de match. Bref, je parle CS quoi. Voilà. Je fais tout ce qui traite de l'actualité CS et puis j'essaie d'être pertinent au maximum. Euh, et puis je m'occupe aussi la plupart des fois aussi, je peux m'occuper aussi de la partie visuelle aussi pour faire les tweets et tout. Donc je fais à peu près tout. Et puis voilà quoi. Je gère là actuellement on est une équipe de 3 et c'est moi qui vais gérer l'équipe à partir de maintenant. Ok, Donc voilà. cool. Évolue. Et notre dernier invité, donc Jérôme, qui est l'agent qui va participer aujourd'hui à notre sujet, qui va parler de son métier justement. Jérôme, bon, on se connaît très bien, c'est un des cofondateurs de Jam Management, donc, une agence qui accompagne les joueurs dans leur carrière, mais aussi bien plus. Hein, Jérôme, je pense que tu en parleras un peu plus en détail pendant le débat. Et donc, il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour défendre sa profession. Mais merci pour l'invitation, Mago. Et puis, effectivement, je pense que c'est un métier qui est encore, je pense, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur le métier d'agent et sur le support des joueurs aujourd'hui. Donc, on va essayer d'apporter un petit peu de lumière sur ce qu'on fait. Et rappelons. Est-ce qu'on nous voit? Ah, c'est bon. C'est bon, on est revenu? On est revenu, ouais. C'est good. Désolé, petit problème technique. OBS m'a lâché. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours un petit truc, hein, forcément. C'est le direct. Alors qu'on parlait de Jérôme, pauvre Jérôme, coupé dans son élan. Donc je vous Oui. disais que Jérôme était également, enfin, a été pendant 15 ans team manager. Donc il connaît finalement les deux côtés, le côté organisation et le côté agent.
Et il a été notamment 7 ans team manager pour G2. Donc, très grosse organisation. Ouais, effectivement. Donc, et je disais que j'ai été team manager pendant quasiment un peu plus de 15 ans avec Very Games, Titan et puis G2 du coup. On a fait 3 organisations et in fine on a accompagné une génération de joueurs dont le dernier survivant est notre champion Apex. Voilà, du coup. Le dernier survivant de Et, la Golden Generation. Ouais. Et qui connaît le succès qu'on lui connaît. On est particulièrement fiers. Voilà. Ouais. Et justement, quand ça a coupé, moi je disais que Jérôme, en fait, c'était le mec en coulisses que personne savait réellement que c'était lui le taulier de la scène française. Parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, Jérôme, quand on parlait, mais je posais la question si c'est parce que tu fais partie de ceux qui ont professionnalisé le truc. Parce qu'il faut savoir que moi, je me suis arrêté au moment où il y a eu le switch sur CSGO, il n'y a pas encore réellement d'argent. Je stoppe parce que j'ai un certain âge, travail, j'ai un CDI, etc. Je stoppe. Et là, j'apprends quoi? J'apprends que ton équipe, majoritairement, les joueurs que tu as, ça commence à avoir des contrats, ça commence à avoir de sacrés salaires. Je commence à avoir la goutte, je commence à être jaloux, haineux, tout ça. Et c'est toi qui accompagne cette transition. Quand mais attends. même, les mots sont forts. Attendez, on parle de joueurs qui ont très bien gagné leur vie, qui gagnent encore très très bien leur vie. Moi, à ce moment-là, C'est moi qui ai formé toutes les équipes de moi France. j'étais showman, j'étais sur 1.6 et je me dis bon putain, je me dis mais avec ça, avec cette, avec enfin voilà, avec ce caractère-là, ce comportement, je me suis dit j'aurais pu réussir. Et ben non, j'ai arrêté. Et à ce moment-là, et c'est là où je me suis dit tiens, ouais, le Jérôme en fait, c'est vraiment lui qui accompagnait tout le truc et tout. Et bon, je suis pas au courant de tout, mais c'est vrai qu'on disait dans le milieu, dans le cercle intime, on disait la personne influente, le Jean-Jacques Goldman de la musique, c'est Jérôme. Donc voilà. Ouais, Donc c'est j'étais vrai. un peu. Il a été là Donc voilà, j'avais le au seum. début. Ouais. Je pense que ça a été particulièrement vrai quand toute la période line-up française, in fine, et je dirais jusqu'à que comment dire, la création de Envy et on a scindé un petit peu la scène française à ce moment-là entre Titan et Envy. Et ensuite, on a été beaucoup. Le métier de manager, c'est pas nécessairement le sujet du jour, mais le métier de manager a beaucoup évolué. Plus on s'est professionnalisé, plus on a été pris par. On a pris du recul par rapport au terrain. Et à partir de là, à partir du moment où on prend du recul par rapport au terrain, on est un peu moins. On va dire qu'on est un peu moins influent parce que c'est. In fine, c'est le terrain qui parle. Donc voilà. Bon, je vais dire bonjour à tous les nouveaux arrivants, notamment Kenny. Bonjour Kenny, merci de passer, c'est très gentil. Bonjour, Il est venu supporter Jérôme, son Ni agent. hao mai. Son agent d'ailleurs, son manager. Il n'est pas venu me supporter, il est venu me mettre une note à la fin du podcast. Ah, t'as une note à la fin? Ok. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui sont jamais venus sur le stream. Bonjour à ceux qui viennent habituellement. N'oubliez pas de suivre la chaîne. Je parle pas d'abonnement, mais vraiment juste de suivre. Et on va commencer. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on parle agents. Les agents qu'on connaît surtout dans le sport traditionnel, tels que le foot, le basket, où là, ils sont vraiment incontournables et c'est vraiment démocratisé. L'agent est nécessaire et accompagne le joueur. Ils accompagnent les joueurs dans leur choix de carrière, dans la négociation de leur contrat. Ils protègent les intérêts généralement des joueurs quand ce sont de bons agents. Mais dans l'e-sport, ils sont quand même parfois critiqués. On les décrit souvent comme trop chers, pas toujours compétents, pas adaptés pour tous les joueurs, parfois opportunistes. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est dans un écosystème où ça se professionnalise de plus en plus. On essaye de se rapprocher un peu plus du sport traditionnel. On a des enjeux financiers qui explosent. On a vu depuis la période Covid où vraiment, là, financièrement, ça a explosé d'un point de vue e-sport et jeux vidéo. Donc, la question du jour est donc,
les agents sont-ils devenus indispensables dans l'e-sport? À chaud, un petit tour de table. Oui, non, dans les grandes lignes, pourquoi? Euh, Victor, c'est je- à je- toi. Allez, on va laisser Victor En commencer. premier. Euh, hmm, En fait, hmm, pour moi, pour moi, c'est que c'est pas la question que c'est indispensable. C'est dans le sens où, de toute façon, si l'e-sport grandit, de toute façon, ça deviendra indispensable, en fait. De toute façon. Donc, après, à l'heure actuelle, c'est le même problème du débat de la dernière fois, c'est que l'e-sport aujourd'hui, c'est trop gros pour être petit et c'est trop petit pour être gros. Donc, en fait, on essaie d'avoir une certaine professionnalisation. Mais le problème, c'est que ça a du mal à suivre derrière. Donc la professionnalisation, elle prend du retard. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en e-sport, c'est encore un peu le Far West. Donc c'est ouvert à beaucoup de gens un peu douteux qui s'improvisent agents et qui viennent un petit peu faire n'importe quoi. Mais moi, je pense que dans la professionnalisation, c'est forcément indispensable. Parce que pour nourrir les talents de demain et accompagner les jeunes de demain, forcément besoin des agents, de toute façon, même de manière générale dans le sport et dans l'e-sport en général, de toute façon. Donc l'e-sport, il ne sera pas prêt à la règle pour moi. Euh, je dirais que justement, au moins l'e-sport se développait dans un monde plutôt connecté, plutôt moderne. Donc je pense que par rapport au sport, on peut essayer de faire en sorte que ça se passe beaucoup mieux et que ça se professionnalise beaucoup mieux qu'à la différence du sport aujourd'hui. Donc Ok. on peut un peu mieux surveiller ça. Mais oui, pour moi, c'est indispensable. Ose, qu'en penses-tu? Oui, je pense que c'est indispensable. On est en train de se professionnaliser déjà au niveau on va dire de l'argent enfin, de l'écosystème Counter-Strike. Je trouve que déjà on a des salaires qui sont tellement hauts par rapport à ce que le fric que ça génère. En tout cas, c'est l'impression que j'ai parce que quand je regarde un peu les mercatos. Mais je vais un peu tempérer. C'est indispensable parce que chacun son métier. Je pense qu'un joueur, il doit être là pour jouer, se focus. Ça enlève, tu sais, ça enlève le stress, ça enlève machin, etc. Puis en fait, voilà, comme je le dis, chacun son métier. Il y en a qui savent négocier. Euh, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est indispensable. Par contre, je ferai attention à deux choses. Il y en a qui sont pas bons. On va se dire les choses. Et il y en a qui Même douteux. sont trop gros. C'est-à-dire, je pense que tu peux pas ramener une qualité de service suffisante, Garde cet argument. individuelle. Je te coupe et garde tout ça. Là, Ouais. là on reste Ok. en surface et on va rentrer dans le détail justement avec un point important. Jérôme, brièvement, juste pour à chaud, est-ce que tu penses que c'est vraiment indispensable? Parce qu'il y a le terme indispensable qui est Euh, important. mais j'ai envie la manière dont je vois ça, c'est que enfin, je dirais que indispensable, c'est peut-être pas enfin, c'est très fort indispensable. Euh, et puis aussi, il y a il y a une autre question, et je pense que c'est quelque chose qu'on va développer, mais qu'est-ce qu'un agent dans l'e-sport aujourd'hui? Parce je pense il y a plusieurs manières, enfin, il y a plusieurs manières de supporter les joueurs, disons. Mais si on prend la définition d'un agent au sens strict, c'est de trouver un club et de faire en sorte que la négociation du contrat, que la transaction se fasse dans les meilleures dispositions pour le joueur, in fine. Et quand il s'agit de ça, effectivement, enfin, il y a quand on est un jeune joueur, ou même quand on gagne en expérience, la négociation d'un contrat et ensuite poser les termes et tout ça de manière juridique sur papier, enfin, ça reste quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, c'est mieux d'être accompagné. Voilà. Ok, moi je vous rejoins. Je pense que forcément les agents sont importants, surtout si on se professionnalise et qu'on va vers des schémas un peu plus comme le sport, ou même pour on va dire des petits profils qui n'ont pas forcément de très gros revenus et qui pourraient penser qu'ils n'ont pas besoin d'un agent. On le verra par la suite. Et finalement, c'est quand même nécessaire et c'est un investissement qu'ils font aujourd'hui, se faire accompagner par quelqu'un. Et le terme agent a toute son importance. Donc agent, manager, c'est pour ça quand j'ai présenté Jérôme, j'ai aussi appelé Jérôme manager, parce que c'est plus large que juste le métier d'agent.
on fait une certaine comparaison aussi avec le sport. Quand on parle e-sport, il y a beaucoup de similitudes. Et par contre, en termes d'agents, et même plus globalement, l'une des différences majeures entre le sport et l'e-sport, c'est la réglementation. Euh, Moi, j'ai mon frère qui est dans le sport professionnel, côté foot. Et donc, quand j'ai travaillé, quand j'ai cofondé l'agence avec Jérôme, il m'a dit ok, bon, comment ça s'organise. Il était très intéressé. Et puis, il m'a dit bon, qui relie vos contrats? Et je dis comment ça? Il me dit oui, bah, nous, les agents, la FIFA relie, enfin, il y a des organismes qui relisent les contrats entre les agents et les joueurs pour s'assurer que ça respecte bien certaines normes et qu'il n'y a pas d'abus. Aujourd'hui, ça existe côté Riot, ça n'existe pas sur tous les jeux, et c'est un des problèmes qui entache, je trouve, l'image des agents managers, c'est le manque de réglementation, le manque de régulation de la profession. N'importe qui, et vous l'avez mentionné, peut se dire agent sans forcément connaître la profession, sans avoir les bonnes intentions. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut freiner les gens et impacter la vision qu'ont les gens de tout ce qui est agence, management? Comment tu veux qu'on Bah, fonctionne? écoute, Tu me donnes la main ou on Vous y y va, on allez. y va? Le premier ouais, qui veut Ok. parler, il y va. Vas-y, Jérôme. ok. Non, mais je pense Il que n'avait pas parlé. pour... Ah si, si, je m'étais lancé. Mais non, la question de la question de la régulation et de poser du cadre autour de enfin, autour de la profession, c'est clairement, enfin, c'est la prochaine étape, je pense, pour arriver à quelque chose qui soit, enfin, pour éliminer, on va dire, les potentiels mauvais acteurs ou les gens qui auraient pas soit les compétences, soit les bonnes intentions. Et effectivement, c'est un sujet. La, le, le, le seul point comment dire, le seul point qui est pour moi un peu enfin, qui porte à réflexion, c'est que on est dans un domaine qui est encore assez nouveau où enfin, même le métier d'agent continue à se construire, à se développer et poser de la réglementation trop tôt, poser des règles trop tôt. Ça peut être aussi un vecteur comment dire, ça peut aussi freiner un développement, freiner peut-être des idées de développement. Donc, c'est le seul point que j'ai sur lequel euh, je suis partagé. Mais d'une manière générale, la régulation, poser un cadre, c'est important. Et C'est- ça, c'est- et ça manque aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup faire un parallèle. Je suis désolé parce que c'est un peu mon deuxième business. J'aime bien faire un parallèle avec l'IMO parce qu'on passe beaucoup avec des agents IMO et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de gens qui se prétendent agents IMO alors que tu vois, ils n'ont aucune formation, aucune compétence et ils sont là pour te proposer des biens à un prix extrêmement cher sans te parler des choses les plus importantes quand tu achètes le bien, pas des vis cachés, mais des choses comme ça. Et ben là, c'est un peu pareil. Mais il y a un truc que Jérôme a dit tout à l'heure au préambule. C'est vrai que faire une réglementation, évidemment, ça me paraît primordial. Mais c'est vrai que je vais mettre à l'extérieur déjà la définition même de l'agent. On ne connaît pas bien vraiment tout ce qu'il fait. Même moi qui suis là depuis 20 ans, et j'ai appris maintenant petit à petit au contact, effectivement, de personnes que je connais, que ce soit Jérôme et Jérôme. La Il y en a définition deux. d'agent est toujours obscure. Mais Toujours en un peu fait, obscure quand même. il vient de le dire. Il vient de le dire. Normalement, c'est soit tu as un agent qui est là pour te trouver un club, négocier ton contrat, etc. Mais aujourd'hui, on est en train de parler, en fait, de gérer des personnes qui sont jeunes, donc qui vont certainement avoir une carrière qui est assez courte, comme notamment Mélo, dans le foot, c'est une carrière qui va s'arrêter à 30-35 ans, selon si tu es performant ou pas. Et la question, c'est quoi son rôle exactement à cet agent-là? Où est-ce qu'on lui trouve des clubs? Où est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on donne une ligne directrice à ce jeune et on essaie de sécuriser son avenir avec soit des investissements, de l'optimisation fiscale, signature des contrats, etc., etc. Donc en fait, si tu veux, déjà, il y a la définition même de l'agent qui déjà, pour moi, est un peu floue. Je ne sais pas ce qu'on propose exactement dans toutes les agences. Et après, effectivement, de là, tu sauras comment peut-être réglementer le process.
Parce que est-ce que l'agent, il va pouvoir proposer des services, mais s'il a aucune qualification, comment on fait pour valider ça, pour faire une réglementation? Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais je suis d'accord, hein, dans le foot, c'est aussi réglementé sur qui peut être agent. Tu vois, dans le sport, je connais pas tous les autres sports, je sais pas comment ça se passe. Aujourd'hui, dans l'e-sport, n'importe qui peut être agent. Et ça, d'un point de vue réglementaire, c'est déjà. Est-ce que justement, ça peut effrayer, je pense, des profils, notamment très jeunes, qui doivent se faire accompagner, dire bah tiens, il y a un mec lambda qui sort de nulle part, qui est géré, qui est encadré par aucune réglementation. Qui fait un peu ce qu'il veut et qui va me proposer de signer un contrat alors que j'y connais rien pour m'accompagner dans ma carrière. Je pense que ça peut en freiner plus d'un et ça peut freiner même des parents parce que bon, quand ils sont très jeunes, on sait maintenant que ils les prennent à 15-16 ans, voire plus tôt hein, pour certaines organisations. Euh, c'est quoi, effectivement, c'est quoi un agent, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, là, il y a à côté de l'agent qui doit être très pédagogue et pouvoir expliquer son métier quand même, mais également, le fait qu'il n'y ait pas d'encadrement, moi je pense que ça peut vraiment freiner certains joueurs et même certaines familles de joueurs. Mhm. Surtout, si je peux me permettre, mais surtout en plus, Mélo, que là, on est en train de parler d'e-sport. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, tu veux, quand tu parles d'agent pour un sport tradit comme le foot, le basket, le rugby, ce que tu veux, on va dire, ça parle aux parents. C'est mmh. c'est- c'est plus facile, entre guillemets, être ouvert à la discussion, essayer de Et comprendre. puis il y a Mais une là, dans l'e-sport, il y a une différence aussi. c'est dur. Dans l'e-sport, c'est dur parce que c'est pas encore accepté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, effectivement, c'est très difficile d'avoir des jeunes joueurs, des pépites chez nous en France parce que moi, je suis papa d'un petit garçon. C'est vrai que c'est très difficile de me dire, bon, à 12-13 ans, je vais commencer à le laisser geeker pour essayer de l'emmener sur cette aventure-là, même si un mec il me dit, ah, ton fils il a du talent. Non, tu vois, c'est pas notre mentalité. Donc, même si la personne est réglementée, si elle est, tu vois, si elle a tout ce qu'il faut, ça va être déjà dur de. Il faut vraiment qu'il y ait une communication au grand public au niveau de l'e-sport, en France notamment, d'être reconnu. Avec la une de l'équipe Ouais, d'aujourd'hui, j'espère que c'est un bon début. Hein. ouais, mais déjà Mm. le fond est pas bon. Enfin, c'est-à-dire qu'on prend pas le problème. Déjà, on dit e-sport. C'est-à-dire que quand on dit le sport, chaque discipline gère et a ses règles. Donc en fait, quand on dit e-sport, ça dépend de quel jeu on parle. C'est-à-dire que quand on dit e-sport, c'est général. C'est-à-dire que quand tu parles d'e-sport, les règles sur CS sont pas les mêmes que chez Riot et sont pas les mêmes que chez une autre organisation de jeux vidéo. Enfin, c'est-à-dire que euh, c'est-à-dire qu'il faut voir par discipline en fait. Bah, ça c'est Tu peux pas intéressant, dire, tu vois, ce que tu dis, tu peux parce pas que dire juste par e-sport parce que quand on parle du sport, le foot ils ont leurs règles, le rugby a ses règles, la NFL gère comme ils veulent. En fait quand on parle d'e-sport, il faut parler par discipline parce que tu vas pas mettre les mêmes règles à toutes les mêmes disciplines parce que c'est pas les mêmes fédérations. Je veux dire mais fédération pour éditeur de jeux vidéo, mais si on compare, tu vois, est-ce qu'on peut comparer une fédération d'un sport à un éditeur de jeu? Est-ce que finalement on n'est pas sur oui. la même chose, juste de l'e-sport qui serait comme une grosse fédération, plutôt que d'avoir une fédération par type de jeu? Bah peut-être le problème c'est que après bon je compare pas le sport à l'e-sport, mais dans le sport il y a une fédération pour chaque sport quoi. Dans l'e-sport, avoir une fédération pour tous les jeux, je pense pas que. Ah, tu peux pas. Tu peux Riot, pas, Valve, hein, Riot et Valve, ils ne Alors, fonctionnent pas du tout de la même. voilà. Ah Enfin, oui, ils ça Mais c'est fonctionne fonctionnent pas du tout de la même absolument manière. pas de la même manière. Ils sont aux antipodes. Mais Jamais de la vie ça peut marcher. ça amène à Et, une question, c'est aussi, est-ce que finalement les éditeurs doivent être si présents? On parlait de la réglementation, par exemple, Riot régule. Riot régule pour les agents jusqu'à réguler le pourcentage de revenus que peuvent prendre les agents, sur quel type de revenus les agents peuvent prendre, etc. Ils ont une accréditation et ils peuvent perdre cette accréditation. Est-ce qu'aujourd'hui, Riot doit prendre cette position de régulateur pour autre chose que juste ces tournois? Parce qu'ils ont déjà aussi régulé en termes de salaire, etc. Est-ce qu'ils doivent être aussi puissants en termes de régulation autour de leur jeu? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les joueurs soient représentés finalement au sens large par une entité qui soit complètement indépendante à la fois des éditeurs, des agents ou autres, mais qui soit vraiment dédiée à la cause des joueurs? Alors, le sujet du coup de l'association, parce que là, du coup, on touche plus le sujet de l'association de Ouais. joueurs. Enfin, bon, déjà, je vous rejoins. Il y a effectivement la complexité de l'e-sport, c'est qu'il y a plusieurs écosystèmes. Counter-Strike, voilà, c'est Valve, et donc il y a une forte
vision et philosophie qui se dégage chez Valve et et dont, on va dire, enfin, si on pouvait le décrire en quelques mots, c'est il laisse la scène se développer beaucoup plus de manière organique que ce que fait Riot, qui encadre tout, in fine. Valve intervient, voilà, ils interviennent avec les majors et là récemment ils avaient mis le holà sur le développement des circuits un petit peu fermés, de compétition fermée. Leur souhait, c'est que Counter-Strike reste le plus accessible possible. Et Riot a pris une autre tangente en étant beaucoup plus dans le contrôle, en distribuant du coup des licences à des équipes. Ouais, bah, après ils sont sur le modèle, enfin, ils sont sur un modèle qui se rapproche de ce qu'on trouve aux États-Unis avec par exemple la NBA, les sports comme ça où tu as des franchises. Et là où Counter-Strike est beaucoup plus ouvert et effectivement ressemble plus à ce que nous on connaît du sport traditionnel en Europe. Jérôme, je peux te couper, te poser une Ouais. question, parce que tu connais forcément le truc, parce que par rapport à ce que vient de dire Mélo, on a effectivement Riot qui contrôle énormément par rapport donc à votre métier, à ton métier en l'occurrence, et que ça vous fait des obligations. Ma question est la suivante, c'est, ok, les obligations que tu as envers eux, est-ce que aussi, par rapport à un joueur, tu peux justement, ok, donc tu suis la réglementation Riot, mais est-ce que derrière, tu peux proposer une prestation de service différente pour le joueur? Tu sais, on parlait tout à l'heure justement du métier parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que c'est juste la négociation de contrat, le pourcentage que tu vas prendre peut-être sur le contrat, etc. Mais derrière, tu peux faire toi peut-être en externe, j'allais dire, prestation de service sur l'optimisation fiscale, les investissements. Tu vois ce que je veux dire? Avant que tu répondes, pardon, Ozan, mais avant que tu répondes, Jérôme, je pense que pour le débat, c'est peut-être important de poser cette base de aujourd'hui, et Jérôme sera le plus à même de nous répondre à ça, c'est qu'est-ce qu'un agent aujourd'hui dans l'e-sport, à quoi il sert et comment il accompagne les joueurs. Et je reviendrai, ouais, du coup je répondrai à ta question. Mais donc ça c'est une bonne question, Mélo, parce que in fine, je pense que ça diffère encore, ça diffère d'un agent à un autre et d'une agence à une autre, puisque on utilise le terme agent et agence. Mais on va dire que dans la majorité des cas, donc un agent, c'est une personne qui est là pour vous représenter dans les relations avec un club. Donc, c'est-à-dire, typiquement, il y a toujours un moment dans une carrière où on va être en négociation ou à la recherche d'un nouveau club. Et donc, c'est le rôle de l'agent d'avoir un réseau, de pouvoir solliciter son réseau et ensuite, une fois qu'une opportunité se crée, de venir gérer la négociation avec le club. Donc voilà, c'est de venir cadrer ce moment qui est quand même un moment crucial. Et donc, une fois que cette partie est faite et que le joueur évolue dans un club, alors il y a également, il y a un suivi de la relation avec le club qui est nécessaire. Et donc ça, c'est le cœur du métier d'agent. Et ensuite, aujourd'hui, la plupart des agents ou des agences ont développé d'autres activités sur le côté, et avec dans l'idée le fait de décharger les joueurs de toutes les obligations qu'ils ont à côté du jeu, et de faire en sorte qu'ils puissent se concentrer vraiment sur la compétition. Donc dans ces obligations, aujourd'hui, on a notamment la communication, se développer sur les réseaux sociaux, créer du contenu, puisque cette notion de gagner en notoriété, de gagner à avoir des réseaux sociaux où on a pas mal d'engagement, ça a de la valeur, pour les joueurs, ça a de la valeur pour les clubs. Donc l'aspect communication. Et puis à côté de ça, pour certains joueurs, pour les joueurs, les joueurs que vous voyez quasiment tous les week-ends sur les tournois, il y a la notion aussi de venir monétiser cette image et donc potentiellement de signer de signer des partenariats individuels
Donc c'est quelque chose qui est un peu nouveau, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans l'e-sport, mais qui commence à se développer. Donc un partenariat individuel, c'est la possibilité pour un joueur d'avoir son propre sponsor et pas de représenter uniquement son club et les partenaires de son club. Donc un agent intervient aussi généralement sur la communication et sur la recherche et la gestion des partenariats. Voilà. Et après, on peut ajouter, toujours dans cette idée de venir décharger le joueur de ses responsabilités, pas forcément de le décharger, mais de l'accompagner dans ses responsabilités. Il y a pas mal d'autres briques qu'on peut ajouter. Nous, chez Jam, par exemple, on les accompagne aussi dans la gestion de leurs finances, au sens large, faire en sorte qu'ils prennent, qu'ils apprennent à gérer un budget, qu'ils apprennent à placer et à mettre de côté. Parce qu'il y a des moments dans une carrière où on va générer effectivement beaucoup de revenus, mais une carrière, ça peut être court, ça peut être aussi... on sait qu'une carrière de joueur, ça a une durée de vie autour d'une dizaine d'années. Et ça dépend du jeu, je pense on le verra dans le futur, mais je pense qu'il y aura des carrières probablement un peu plus longues dans le futur. En tout cas, si j'ai Counter-Strike en tête, mais à un moment donné, il y a toujours une transition. Et la difficulté quand on est joueur de haut niveau, c'est que souvent on a commencé le jeu très tôt et qu'on n'a pas fait d'études, on n'a pas fait de longues études. Donc du coup, c'est important de bien préparer la suite. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon. Si, tu as très bien répondu. Est-ce que pour le chat, c'est clair maintenant ce qui est le rôle d'un agent, tous les secteurs? Est-ce que ça répond à ta question aussi, Ose, ou c'est plus spécifique sur, finalement, est-ce qu'avec toutes les réglementations qu'il peut y avoir, la structuration que Riot amène, est-ce que propose d'autres solutions aux joueurs pour apporter des revenus à l'agence avec d'autres revenus que ceux du joueur, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, je ne connais pas bien le fonctionnement de Riot, mais si il te régule sur justement la gestion des contrats ou le pourcentage que tu peux prendre ça doit être une partie bien précise, mais tu as vu tout le panel de ce que tu viens de nous dire, c'est un panel quand même qui est assez large. Ça veut dire que, ok, tu fonctionnes dans les cordes par rapport à ce que eux t'obligent, mais derrière, toi, avec le joueur, tu peux dealer différemment. J'imagine, non? Alors, pour tout te dire, pour l'instant, on opère très peu avec Riot. Donc, on est très peu, parce qu'on est principalement sur Counter-Strike. Donc, on n'a pas cette difficulté réglementaire, là. Mais effectivement, si demain, on vient, donc là, c'est Riot en l'occurrence, mais vient cadrer la manière dont les agences rémunèrent. Donc là, en l'occurrence, pour Riot, il y a une fourchette de commission qui est déterminée, et puis il y a aussi sur quel type de revenus les agents peuvent se rémunérer. Puisque, pour vous donner un ordre d'idée, un agent, la manière de se rémunérer, c'est de prendre une commission sur les revenus que perçoit le joueur. Généralement, c'est évidemment sur des contrats que l'agent a négociés. Et donc, d'une manière générale, on est autour de 10% sans les excéder. Ça, c'est ce qui est un peu la norme. Selon la formule, Jérôme ? Selon la formule, à l'époque, j'avais entendu 5%, mais parce qu'en fait, je pense que c'était très basique ce que proposaient à ce moment-là les agents, mais vu tout ce que tu me dis, ça me paraît plus évident de monter à 10, c'est normal, tout le travail mérite salaire. Mais en fait, quand tu dis 10%, ça inclut tout ce que tu as dit tout à l'heure ? Gestion de la communication sur Internet, trouver des événementiels, de l'événement, tu vois, pour le joueur, etc. Tout ? Alors, après, ça peut dépendre. On va le faire parler. Ça peut dépendre des agences, mais d'une manière générale, Je peux couper le stream s'il faut, Jérôme. Fais un signe. On est autour.
Non, t'inquiète, t'inquiète. Cligne 2 fois des yeux Non, si tu te sens en d'une danger. manière générale, aujourd'hui, la moyenne, c'est 10%, effectivement. Enfin, c'est à la fois la fourchette haute, mais c'est à la fois, je pense, à 5%, pour être très honnête, Oz, tu peux pas forcément développer effectivement grand-chose autour d'un joueur, parce qu'on n'est pas sur les revenus du football, on n'est pas sur les revenus, des sports mainstream, donc dans tous les cas, c'est délicat. Mais bon, il y a des contrats, et il y a des commissions qui oscillent entre 5 et 10%. Ça, c'est sur les revenus des joueurs. Et ensuite, quand un agent apporte un partenariat, donc va chercher un partenaire individuel pour un joueur, généralement, là, les commissions sont plus élevées. On est entre 20 et 30%. Ça peut parfois être plus. Il y a des agences marketing qui vont prendre jusqu'à 50% des revenus. Mais la philosophie est un peu différente là-dessus, parce que comment dire, déjà, c'est des revenus qui sont apportés vraiment pour le coup, par l'agence. Les campagnes sont managées et gérées par l'agence. Le joueur a généralement juste à exécuter ce qui a été discuté. Et donc, il y a beaucoup plus de responsabilités et plus de travail. Et ces deals-là sont plus le fait, on va dire, du travail d'une agence. Donc c'est logique. Et voilà. Donc, généralement, il y a deux types de commissions. Il y a une commission sur les revenus du joueur, ses revenus de joueur e-sport, et une autre commission sur ses revenus partenariat et Et marketing. pas sur le transfert aussi? Non. Non, généralement, il n'y a Non? pas de... Alors, Ah, Mélo, elle savait pas. dans Ah, l'e-sport, Parce attention. que dans le foot, il y a. à ma Parce que par connaissance, non, exemple, non, non. pour le sport, pour le transfert, il me semble que les agents touchent des commissions, hein, pour les transferts. Sur le sport, c'est un peu... Enfin, je sais, par Yes, exemple, dans le foot, ça dans le fonctionne un sport peu tradit. différemment. Même en termes de revenus... Tu peux peut-être nous éclairer, mais loin. Dans le foot, par exemple, sur tout ce pour le qui coup, je est suis pas spécialisé. pourcentage de l'agent, aujourd'hui, c'est plus sorti par le joueur. C'est-à-dire, l'agent, quand il négocie un package avec une équipe, il inclut son package à lui dans le contrat au global. C'est-à-dire que pour un joueur, aujourd'hui, dans le foot, c'est totalement transparent. Il ne sort pas tous les mois, il ne paye pas son agent. C'est-à-dire, c'est le club qui a un budget global agent-joueur et qui transférera une partie à l'agent et une partie au joueur. Mais c'est plus, voilà, ça sort plus du joueur. Ok. Et ça amène quand même le sujet de combien, sur quoi les agents prennent, combien ils prennent, parce qu'après, il y a le pourcentage market practice. Il y a des agences qui ont des formules un peu spécifiques pour les joueurs, des fois à n'en rien comprendre pour certaines que j'ai pu voir. Et on a notamment un commentaire dans le chat, et c'est un des arguments qui revient souvent, c'est que 10% des revenus, ça paraît cher. Ça paraît gros comme revenu. Ça peut paraître important quand on est un petit joueur. Si tu gagnes 1000, 2000 euros par mois, ça fait tout de suite un budget à sortir. Et quand tu es un gros joueur, mentionné Zaiwo, ça peut être des montants qui paraissent énormes par rapport à ce que ferait l'agent, ce qui serait perçu comme activité de l'agent. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein pour certains joueurs, le fait de devoir rémunérer à hauteur de 10% un agent. Est-ce que du coup, c'est quelque chose... Enfin, tu vois, est-ce que c'est un vrai argument de se dire, non, on ne peut pas avoir un agent quand on a des trop petits revenus, et à contrario, quand on a des trop gros, avoir un agent, c'est donner une trop grosse part de son salaire pour ce qui est fait. Moi, j'ai un argument imparable là-dessus. Vas-y. Je pense que je le connais. Non, ouais, bon, imparable, c'est... Mais 10%, c'est à la fois... ça représente effectivement un dixième des revenus, et c'est une somme. Donc, quand un agent, en fait, est intégré assez tôt dans un processus de négociation, donc, quand ton agent a la possibilité de négocier le contrat d'un joueur, c'est relativement, pour la majorité, on va dire à minima, pour la majorité des gens, c'est compliqué de négocier pour soi-même.
sais pas si vous avez déjà été dans le dans ce comment dire, dans le cas de négocier pour vous-même, de défendre votre profil, ou c'est des choses qui sont pas évidentes, et d'autant plus quand on est jeune. Et puis il faut Et savoir donc, négocier, hein. C'est pas donné à tout le monde. il faut savoir, effectivement, il faut savoir négocier, faut trouver aussi les bons arguments, et d'une manière générale, parce que bon, j'ai pas mal d'expérience là-dedans, quand on est jeune et que, enfin, je prends un exemple, on est jeune, on rentre dans notre première équipe, même notre deuxième équipe, parce qu'on s'est fait kicker la première, on va avoir, enfin, je veux dire, on va avoir tendance à accepter ce qui nous est proposé sans vraiment challenger. Un agent, il va avoir plus de recul, il connaît, il va connaître quelles sont les pratiques sur le marché, voilà, quels sont les prix qui sont pratiqués. Et donc, dans la grande majorité des cas, dès la négociation, finalement, un agent peut aller chercher 20-30% de plus que ce que le joueur serait allé chercher par lui-même, et donc couvre in fine sa commission dès la négociation. Enfin, je veux dire, dès le stade de la négociation. Donc voilà. Et puis, je m'amusais à faire le parallèle par rapport à d'autres activités. On parlait d'immobilier tout à l'heure. Une agence IMO prend sur la vente d'un bien entre 4,5 et 5%. Ça varie Alors, selon le je prix vais pas, selon le prix de vente, en fait. Voilà, ça peut de 3,5 jusqu'à ouais, 6% quand c'est une vente. Pour aider les gens, c'est environ dans les 300 000, 400 000 euros. À partir de là, ça va être dans ces eaux-là. À vous de négocier d'ailleurs, pour info. Et puis, ils prennent 10% quand c'est plus un appartement à 100 000. En fait, le Ok. pourcentage varie en fonction. ils ont un système dégressif en fonction du prix du bien. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a ce système de commissionnement, et je veux pas dénigrer le rôle d'un agent immobilier, mais le rôle d'un agent immobilier, finalement, il se cantonne à donc, enfin, réaliser cette transaction, faire visiter, bon, c'est faire visiter, poser des annonces et autres, mais on va dire que c'est une mission qui est supposée être cadrée dans le temps. Un agent, après, il va t'accompagner tout le long de ton parcours, et en l'occurrence du contrat que tu auras signé avec un club. Donc en soi, moi, cette notion de 10%, pour être très sincère, ne me choque pas. Et ensuite, la manière dont il faut le voir, c'est qu'est-ce qui est apporté pour cette commission de 10%. Voilà. Quel service c'est apporté? Est-ce que ça se limite à la négociation du contrat, ou est-ce qu'il y a un accompagnement plus large? Victor, toi, si je peux juste demander à Victor, parce que j'aimerais bien avoir son avis, lui qui est un peu moins dans le monde professionnel. D'un point de vue extérieur, quand on entend que market practice c'est 10%, est-ce que toi tu verrais ça comme un frein? Je sais pas est-ce que je verrais ça comme un frein. Le problème, c'est que t'as pas le choix. Je veux dire, à un moment donné, faut bien que tu payes la plus-value, quoi. Je veux dire, à un moment donné, comment tu veux faire venir des agents ou développer le système d'agents si les agents sont pas rémunérés? Moi, 10% en vrai, ça fait une somme, mais enfin, moi, ça me paraît pas forcément ça me paraît pas. En fait, c'est par rapport à l'e-sport, en fait, quoi. Parce que sinon, si je parle en général, ça me paraît pas scandaleux, en fait. C'est surtout par rapport à l'e-sport, quoi. Parce qu'il y a beaucoup moins de moyens. Et du Après, coup, par rapport à l'e-sport, parce que dans l'e-sport, les joueurs qui peuvent avoir des agents, il y en a pas beaucoup, et que le développement est quand même assez mineur par rapport au sport en général. Donc le problème, c'est que pour avoir des agents, il faut des joueurs. Et pour que les joueurs soient là, il faut qu'ils soient payés, il faut qu'ils gagnent bien leur vie. Et dans l'e-sport, c'est encore une minorité, quoi. C'est très minoritaire, quoi. Donc ça, le problème, c'est que en fait, l'e-sport, en fait, j'ai l'impression que l'e-sport, c'est un peu la société d'il y a 30 ans, en fait. C'est-à-dire que avant, il y avait
beaucoup moins de règles, on pouvait tout faire et tout et n'importe quoi. Et c'est un peu comme les années 80. Dans les années 80, t'allais dans des entreprises et tout, tu pouvais dire que tu connaissais un tel, il y avait pas de tu pouvais, jouer au culot et tout et te transformer en agent, à tire-larigot et en reporter alors que t'avais pas de diplôme et tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué et e-sport, il est à ce stade-là. Aujourd'hui, il est trop petit en fait pour, c'est ça en fait, c'est un gros problème parce que tu as envie de le professionnaliser, mais d'un autre côté, en fait, l'écosystème est pas assez gros pour que tu puisses le professionnaliser. Donc du coup, c'est un frein en fait pour beaucoup de joueurs en fait qui arrivent et qui se disent ouais 10% sur un agent, ouais ça fait cher parce qu'ils sont très peu en fait. Tout le monde n'est pas Ziwo quoi. Donc Ouais, mais pour un- la question à part de là, c'est à quel moment un jeune ou un jeune va avoir besoin d'un agent? Et ben, Parce qu'en fait, là, on dit comme ah, pour si n'importe qui peut ah, contacter un agent, etc. Il y a des agences, je me permets, vas-y, je sais vas-y. qu'on va peut-être on en reparlera après, mais il y a des agences qui ont beaucoup de joueurs. Et à un moment donné, d'ailleurs, ils ont fait machine arrière, mais ils avaient beaucoup de joueurs. Et à un moment donné, bah, tu peux plus avec tous les joueurs, ils peuvent pas les caler dans les clubs parce que tu n'as pas 36 000 clubs. Tu as oui, aussi voilà, des joueurs qui sont en baisse, il y a etc. beaucoup moins Donc, d'équipes dans voilà. l'e-sport Et par jeu. tu as ça. Et Et donc, mais déjà, la base, c'est à quel moment un joueur a besoin d'un agent. La question déjà de Ouais, base à partir de là. je pense que c'est quand on a besoin d'un agent, quand on est confronté au, au monde professionnel. Alors, je vais mettre des guillemets parce qu'il y a, il y a, il y a différents niveaux, on va dire. Mais à partir du moment où on nous propose un premier contrat, donc c'est là où les choses peuvent commencer à être sérieuses. Je pense que c'est là où il y a nécessité d'être accompagné pour pas faire n'importe quoi. Avant Est-ce qu'il y a ça, assez, est-ce qu'il Ah, y a assez d'agences en France pour. Je te dis une bêtise, hein, Jérôme. Tu as 3D Max Academy aujourd'hui. S'ils passent avec des agents, ok, à vous de dealer. Je ne vais pas parler de la somme qu'ils gagnent, c'est pas le but. Mais par rapport à ce que vous pouvez faire par la suite, est-ce que par exemple, tu peux les prendre, sachant que derrière, je vais te dire une bêtise. Tu vois, à un moment donné, j'espère, c'est là où je veux aller. J'espère qu'à un moment donné, les joueurs, on va pouvoir parler au contrat si on se développe, mais ça, c'est un futur, machin, etc. Aujourd'hui, on a assez d'agents en France pour s'occuper de joueurs de subtop ou de joueurs qui rentrent dans des académies, donc d'une dizaine, quinzaine de joueurs, en toute honnêteté. bah, est-ce qu'on a assez d'agents? Non. Euh, Est-ce que, je vais même te répondre différemment, est-ce que signer, tu vois, une dizaine de joueurs qui rentrent dans des académies et du coup, enfin, percevoir une commission sur le revenu, même si tu en as une quinzaine, voire une vingtaine, te permet d'en vivre aujourd'hui? J'ai des doutes. Enfin, euh, ce que je parce veux dire, c'est que on est effectivement à un stade, on, on est effectivement à un stade. Attendez, j'ai un appel. Hop. On est encore à un stade où effectivement, bah, on a de la professionnalisation quand on regarde les meilleures équipes du monde aujourd'hui. mais quand tu sors du tier 3, c'est plus la Mais même après, chose. très rapidement, voilà, exactement, très rapidement, dans l'écosystème, enfin, même quand on sort du top 30, du top Ouais, 50, ouais, ouais. euh, euh, pour prendre le classement VRS comme référence. Enfin, déjà, on arrive sur des organisations ou des structures où on a parfois de vraies surprises sur la manière dont c'est géré et, euh, et aussi sur les finances enfin, Et sur le budget et les finances que ces organisations ont. c'est pour ça que je répondais en fait en vision extérieure. En fait, le problème, moi, c'est pas le prix qui me dérange. La commission de 10% me choque pas. En fait, le problème, c'est que il y a pas assez de gens, il y a pas assez de joueurs. En fait, il y a pas assez d'écosystème. En fait, le problème, c'est que tu veux être agent dans l'e-sport. Si t'es l'agent de Zio, c'est bien. Mais derrière, quand tu sors du T2, quelle perspective, quel businessment parlant, euh, quel intérêt pour les agents, quoi. Parce que parce que tu me dis, on peut signer dans les académies, mais combien percent réellement dans les académies? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Si je prends Vous l'exemple de faites, 3D Max, ouais, il faut, bah justement, parce que tu allais rebondir dessus. Vous faites ce travail-là, Jérôme? Parce que il y a le petit 4 Camé maintenant là, qui est en train de faire le boom là, avec bientôt Vita Academy. On va dire que le Mhm. prochain, une petite vedette, moi j'en suis persuadé, peut-être je me trompe, hein,
Moi, je pense que une petite vedette aussi qui est à en devenir, c'est le petit ESX qui est chez 3D Max. Vous faites ce genre de scouting et vous les démarchez, ces petits jeunes? Alors, c'est jusqu'à présent peu. On s'est concentré, enfin nous on est relativement jeunes, on est sur notre deuxième année pleine, on va dire, d'exploitation, et donc on s'est concentré sur apporter et upgrader la manière dont on a apporté notre service aux joueurs qu'on accompagne historiquement. Aujourd'hui, on a une quinzaine de joueurs. Mais c'est le projet. Le projet pour une agence. Enfin, c'est d'ailleurs toutes les agences, je pense, ont la même stratégie, hein. L'idée, c'est d'accompagner des joueurs assez tôt, parce que c'est aussi la manière avec laquelle on crée une relation de confiance. Quand tu accompagnes quelqu'un tôt dans sa carrière, quand justement il n'est pas aussi sous le feu des projecteurs, c'est quelque chose qui reste. C'est une pour le joueur, hein, de se dire voilà, quelqu'un a cru en moi alors que j'étais pas encore nécessairement sous le feu des projecteurs. Donc du coup c'est un projet. On commence à s'intéresser aux jeunes joueurs, mais pour arriver à ce stade en tant qu'agence, pour des raisons, pour des raisons purement comment dire ça, purement commercial, purement business, on a besoin avant ce stade-là, des profils qui sont établis et qui génèrent des revenus. Sinon, Ah ouais. quand tu paries sur la. Sinon, c'est Je que des pense paris que- financiers. jeunesse, Mais je pense qu'une agence, elle a besoin de tout. Elle a besoin ça. d'un mix. Alors après, certaines agences misent sur la quantité vraiment de joueurs avec énormément de joueurs et parce que voilà, il faut rentabiliser. D'autres misent sur un plus petit pool. Enfin, je sais que chez Jam, c'est voilà, un plus petit pool de joueurs qu'on va accompagner de manière, on va dire, plus complète sur beaucoup plus d'aspects que le pourraient le faire d'autres agences. Mais tu as besoin à la fois de gros joueurs qui vont stabiliser tes revenus, de plus petits joueurs parce que ça va aussi. Les petits joueurs vont aussi ouvrir des contacts parce qu'en soi, tu vas leur chercher des plus petites équipes avec qui tu n'as pas forcément des contacts. Tu vas aussi avoir des opportunités qui seront différentes. Tes gros joueurs, au bout d'un moment, tu vas pas les transformer en homme sandwich, à les recouvrir de sponsors. Donc, tu vas aller chercher Ouais, mais d'autres types de sponsors, etc. mais c'est le principe d'une balance commerciale, c'est-à-dire que, comme la dernière fois je l'avais dit, la loi Pareto, 80, c'est-à-dire que 20% de tes clients font 80% de ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu as besoin d'une base en fait. Et tu as besoin de tes Donc, gros. Dans tous les donc, cas, c'est-à-dire que euh, des gros, si tu fais le calcul, alors après on m'a parlé que tu pouvais devenir agent e-sport multigaming, mais bon, mais tu peux. c'est, Enfin, non, chez Jam, Mhm. il y a plusieurs jeux. ouais, mais Tu vois, il y a par exemple du versus fighting et ça pose aucun problème. Il y a ouais, mais plein du coup, d'agents qui sont multigaming. mais du coup pour l'agence, du coup tu commences à faire tu commences un peu à faire un peu à créer une élite en fait, parce que bon, il n'y a pas assez de. Enfin, si c'est Mais 5 gros qui se partagent tous les joueurs, en fait, je pense c'est que il c'est y pas a bien un, pour l'économie, tu vois. il y a un C'est-à-dire point que qu'on a mentionné et qui n'est pas pris en compte, c'est que là, on ne parle pas que de salaire. Quand on parle de possibilités sur les joueurs, on a dit qu'on les accompagne aussi, tu vois, dans les partenariats. Quand on parle de T2, par exemple, sur CS, on n'a pas que des joueurs qui sortent de nulle part, qui n'ont jamais vu le haut niveau, qui n'ont jamais ah été dans non, les pas du grosses tout. équipes. Tu On as n'a des pas dit ça. joueurs, il y a des joueurs qui ont été à plus haut niveau, qui aujourd'hui sont dans du T2, T3, et qui ont aussi une image. Et l'agent, il va s'occuper aussi de développer cette image justement pour accompagner le joueur vers une transition où, ok, peut-être qu'aujourd'hui, d'un point de vue salaire, tu ne rapportes plus autant, et même pour le joueur, des fois, c'est pas si intéressant d'un point de vue salaire, mais par contre, tu peux streamer, tu peux coacher, tu peux apporter un complément de revenu. Quand je dis coacher, ça peut être des cours particuliers, un complément de revenu, et ça, l'agent est là pour ça. Tu Oui, vois, mais enfin, oui, mais enfin, là, on parle de quoi? Parce que déjà, faut faire une tranche. C'est-à-dire que déjà, tu parles de, allez, allez, on va dire qu'on parle de 40 joueurs. Sur ces 40 joueurs, t'en as la moitié qui n'a aucune fanbase, qui cultive pas leur image. Donc déjà, tu perds 50% de tes joueurs. Sur les 20%, sur les 50% restants, et t'en restes 20, du coup t'enlèves ceux qui veulent pas forcément streamer, t'enlèves ceux qui ont du mal. Enfin, tu te retrouves avec quoi? Avec 15 joueurs, je veux dire,
Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas, il y a pas, il y avait, t'as pas beaucoup de choix, quoi. Enfin, c'est très peu. Enfin, Non, mais si tu, le, pour rebondir, aujourd'hui, le pool de joueurs est. Bon, si tu prends tous les jeux e-sport confondus, puisque tu parlais de multigaming, mais la plupart des agences aujourd'hui sont transversales, peuvent être sur Valorant, Counter-Strike, Rocket League et autres. Donc, mais le pool de joueurs, effectivement, reste même si t'alignes tous les e-sports, relativement. c'est très petit. C'est petit, enfin, ça reste petit, mais aujourd'hui, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est quand même suffisant pour que il y ait des agences. Et c'est pour ça d'ailleurs que, enfin, là, ces 3 à 4 dernières années, de manière un peu plus large, on va dire ces 5 dernières années, il y a pas mal d'agences, malgré tout, qui ont vu Mm. le jour. On a, enfin, il y a plus d'une il y a plus d'une quinzaine d'acteurs, je pense, si on compte tout le monde, une quinzaine d'acteurs sérieux. Et donc non, il y a un pool effectivement qui a vocation à grandir en même temps que l'e-sport continue de se développer. On connaît une phase un peu de stagnation de palier depuis l'après-Covid. Et donc c'est un peu difficile pour l'industrie en ce moment. Enfin, comme c'est difficile pour l'économie plus que simplement l'industrie. Mais dès que ça repartira, je suis convaincu que ce pool va continuer de grossir. Combien t'imagines qu'il faudrait Donc, de joueurs, Victor, pour qu'un agent puisse être correct? Bah, combien, j'ai Un pas agent, t'as forcément. dit, hein, un agent, Un hein. agent. Pas une agence, on Bah, est bien ou d'accord. enfin, je sais pas si tu voyais ça en termes d'agence, Victor, Bah, ou un agent. moi, je vois plus, bah, parce qu'en fait, je compare souvent avec, mais c'est pas bon parce que je compare souvent avec le sport, parce que le sport, c'est souvent un agent, c'est pas une agence généralement. C'est souvent un agent. Enfin, en tout cas, pour les gros, c'est souvent un seul agent qui a une grosse notoriété et qui s'occupe des plus gros, quoi. Mais enfin, que, pour moi, en fait, le problème, il est pas en haut. Il est, c'est comme pour quand on parle enfin, même pour LoL, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, tu regardes dans LEC, ils Il sont, va pas te ils sont, répondre. Il va pas te répondre. comment ça? Non, mais bah, Combien? il va. Combien? Attends, Dis-lui combien c'est d'abord. peut-être que Bah, son argument amène à ça. j'allais y venir. Vas-y. J'allais y venir. Euh, Ça, tu m'as perdu. Du coup, qu'est-ce que je disais? Tu Oui. disais LEC. Mais en fait, c'est pas le nombre. En fait, c'est la base qui compte. Pas le nombre, c'est la base. Et le problème, c'est que la base, il y a très peu de gens qui peuvent la partager. Donc, quand tu sors du top 20, quand tu sors du LEC et que quand tu commences à aller en LFL, bah en fait, c'est surtout pour en bas que ça pose problème. C'est-à-dire que dès que tu enlèves les gros, qu'est-ce qui reste en fait aux agents? Parce qu'en fait, dans un système, en fait, vous avez toujours gros, moyen, petit. Vous avez gros agents, vous avez moyen agent, vous avez petit, ou c'est la même chose, c'est un échelon. Et le problème, c'est qu'il y a la place aujourd'hui dans l'e-sport pour les gros agents, pour moi, mais la scène moyenne ou petite, il y a pas de rentabilité en fait derrière. Donc je pense que c'est surtout en fait la base qui est pas assez grosse, surtout. C'est-à-dire que le point central pour développer tout ce qui est système d'agents, c'est qu'en fait, tu as une base qui n'est pas assez grosse. Et en fait, après, tu te retrouves avec un cercle entier d'une base qui n'est pas rentable. En fait, c'est pas forcément le nombre. C'est-à-dire ça dépend de combien il y a d'agents aussi. C'est-à-dire que sur la scène. C'est-à-dire que si tu prends les 15 joueurs, enfin, ça dépend pour moi en fait d'une base solide. Ça dépend pas forcément du nombre. Donc le nombre, je peux pas te dire, forcément. C'est-à-dire que l'écosystème, et puis ça dépend aussi si tu pars sur du multigaming ou si tu restes sur CS. Donc je ne saurais pas répondre là-dessus. Mais en fait, le principe d'une agence, c'est de mutualiser des ressources. Donc, en fait, forcément, qu'un joueur qui va gagner 1000 à 1500 euros par mois, même en payant 10%, il ne se paye pas à une personne. Enfin, ne serait-ce qu'une journée de travail d'une personne en freelance, ça lui coûte plus cher que les 150 euros qu'il va donner à un agent. Mais En fait, il y a une trop grosse différence entre l'élite aujourd'hui dans l'e-sport et la base moyenne et la base petite. Quand tu vas dans le sport, dans le foot, t'as plein d'échelons différents.
Et tu as des agents pour chaque échelon différent. Et tu as des agences pour chaque échelon différent. Aujourd'hui, tu as une base qui est hyper visible en e-sport, mais une fois que cette base, elle est pas là, derrière, il n'y a plus rien. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que Qu'est-ce que tu veux c'est dire comme par il n'y un. a plus rien? Je vois pas ce que tu veux amener. Quand tu Mais dis parce si t'as qu'en pas fait, ta base. il y a une grosse visibilité pour le top niveau. Mais une fois que tu sors du top niveau, on l'a dit tout à l'heure, quand tu sors du T2 du T3, après l'écart il est beaucoup trop abyssal. En fait, par rapport à l'élite qui est en place. Tu regardes dans le. Après, c'est Enfin, normal. tu parles en termes de revenus. Oui, Mm. Tu parles en termes il y a une de trop revenus grosse pour les joueurs. différence. Il y a une trop grosse différence entre le tier 1 sur CS ou le tier 2, allez. Et dès que tu commences à aller dans le T3, T4, c'est le néant. Sur LoL, vous allez en LEC, vous allez en LCK ou en LPL, c'est les ligues principales. Si tu sors de ce système-là, derrière, il n'y a, il n'y a pas de petits, en fait, il n'y a pas de moyens. Pour qu'il y ait des gros, il faut qu'il y ait des petits et des moyens. Et le problème en e-sport, c'est qu'aujourd'hui, il y a une visibilité sur les gros, mais une fois que tu sors de cette élite-là, il n'y a plus de revenus. Non, il y a- il y a- Donc là, on parle de la qualité, enfin de potentiellement des revenus que doit générer un agent pour pouvoir. Hmm. Ok, Ouais, ok, ouais. c'était un Ouais. peu le. Et donc, ça a été un des plus gros problèmes que j'ai eu, moi, pas dans ma carrière, mais quand même pas loin. C'est qu'en fait, si tu veux, moi, ça me désole, c'est qu'en fait, on perd en termes de. Tu vois ce que je veux dire, en qualité de service par rapport aux orgues. Tu vois, juste dans ce sens-là. Ok. Ah, C'est-à-dire, c'est en fait, intéressant moi, quand ça. je faisais. Bah, parce qu'en fait, si tu veux, j'aurais bien voulu, c'est ce que j'avais expliqué à des personnes, je me dit, tu vois, j'aimerais bien que quand je m'adresse à cette agence ou à cet agent, ce soit une garantie, entre guillemets quand même majoritairement, d'un joueur que je recrute de façon sérieuse. Je la fais courte. Quand je suis coach chez Falcon, je me retrouve à prendre l'Onyx, Boros et Machel. Quand ils viennent chez moi, je ne suis pas au courant que l'Onyx, c'est une catastrophe ambulante en termes d'hygiène de vie. Quand j'ai Kyojin aussi, pareil à l'époque, quand j'ai Kyojin, j'ai pas conscience de ça. Et pourtant, j'ai parlé, enfin, Apex m'avait parlé. Apex m'avait parlé. Et j'ai pas conscience de ça, parce que j'ai pas travaillé avec eux avant. Donc, tu me le recommandes et tout, etc. C'est bien. Donc, tu fais ton métier de vente. Mais moi, par contre, entre guillemets, je vais flouer. Et moi, je me retrouve à faire un groupe WhatsApp avec les gens qui sont en charge de ces personnes-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce manque de sérieux? Qu'est-ce que c'est que ça? Le Boros qui fout rien du tout. Enfin, bah, après, le Boros, voilà, mais le Boros qui est une honte pour l'e-sport. Et je suis désolé d'être dur comme ça, Une honte, mais carrément. oui, c'est une honte, mec. C'est une honte. L'Onyx, c'est pareil. Enfin, je veux dire, tu pars en bootcamp, le mec, le jour du départ, il t'apprend au moment où il doit aller à l'aéroport, il te dit j'ai perdu mon passeport. Enfin, bon. Et puis après, ça, plus le fait qu'ils se réveillent pas, les mecs, l'autre, il doit se barrer de son pays, machin, etc. Et ça, j'ai pas de Pour qualité toi, de service. c'est parce que les agents ont trop de joueurs accompagnés que sur ce genre de profil, ils peuvent pas les accompagner correctement et donc ça impacte l'orgue. Ben, je vais peut-être être plus dur. Après, je redonnerai un argument pour contrebalancer, pour donner un poids sur ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure sur effectivement l'intérêt d'avoir un agent et comme quoi ça te rapporte de l'argent. Mais je pense que les agents à ce moment-là ne sont pas regardants sur l'hygiène du joueur. Je sais pas, Mélo, par rapport à comment ça se passe au niveau du foot. Les agents, s'ils ont vraiment, tu vois, s'ils interviennent, tu sais, dans l'hygiène de vie de leurs joueurs, c'est à un moment donné, tu sais, t'as un Neymar Non, ça c'est Non. le club qui intervient. Le club C'est- intervient direct. Moi, je suis le club. Est-ce que le club, il passe par le joueur directement? Est-ce que l'agent, tu Alors, vois, je sais pas. l'hygiène de vie dans le foot, c'est un gros sujet. C'est un très gros sujet et notamment quand on passe du monde... Enfin, quand les jeunes sortent de centres de formation, par exemple, arrivent dans le monde professionnel, où ils se retrouvent seuls à devoir apprendre à avoir une hygiène de vie, à se gérer. Et aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont à très haut niveau, qui n'ont pas une hygiène de vie incroyable. C'est pas, enfin, je veux dire, l'agent n'intervient pas ou alors il va guider. Il faut pas oublier, ça c'est un point important, c'est que l'agent, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est-à-dire il a aucun droit légal sur toi, sur ton hygiène de vie. Donc on va orienter les joueurs. Il n'y a jamais un choix forcé pour un joueur de tu vas faire ça, tu vas accepter tel contrat, tu vas faire ceci, cela. Donc tu ne peux que le conseiller, mais soit tu vas pas te poser avec lui et dire ah, alors C'est est-ce que tu te lèves à la pas, bonne heure, est-ce que tu t'es bien couché, tu as fait ta nuit de pas sommeil. l'agent de régler ce genre de problème, c'est au club de régler ce genre de problème. C'est- Alors, moi, je pense que ça dépend de la relation
Ça dépend de la relation que tu arrives à créer. Enfin, le but d'un agent slash manager, parce que la frontière peut être faible quand on parle de ça, c'est de faire en sorte que, enfin, que le joueur qui l'accompagne et sur lequel finalement il investit du temps, il investit des ressources, fasse la plus belle carrière possible. Et donc, c'est pour faire la plus belle carrière possible, tout ce dont tu parles, Rose, c'est effectivement important. Et pour tout te dire, si demain on avait un joueur à qui on trouve un club, on négocie un contrat et qui arrive à l'aéroport sans son passeport, je te garantis que il m'entendrait, il m'entendrait au bout du fil, quoi, tu vois. Enfin, voilà, je veux dire. Euh, Après, effectivement, enfin, il n'y a pas de lien. On n'a pas le lien qu'un entraîneur, qu'un coach dans un club peut avoir, parce qu'il y a cette notion un peu de lien de subordination quand on est dans une structure, dans une organisation. C'est pas la manière dont un agent slash manager travaille avec un joueur, mais il y a un accompagnement. Et notre rôle, c'est aussi de leur expliquer, de les guider pour faire les bons choix. Et quand je dis faire les bons choix, c'est bien se comporter et mettre toutes les chances de son côté pour que le club avec qui il bosse soit content, quoi. Mais Et pour c'est qu'il ça. soit performant in fine, quoi. Non, mais c'est là où je voulais en venir. Tu as entièrement raison. C'est effectivement au club de gérer ça, mais quand tu as le joueur qui est kické et tout ça, vous, votre travail, c'est quoi? Moi, quand j'étais chez Falcon, je recevais vraiment souvent des contacts d'agents. Tiens, voilà, j'ai ces joueurs-là à te proposer, machin, etc. Les agents, c'est ce qu'ils font, hein. Ils démarchent les orgues pour leurs joueurs, ce qui est normal. Mais bon, c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, tu fais ça une fois, le mec, il a été kické une fois, il a été kické une deuxième fois, et que l'agent, il t'assure quand l'orgue, moi quand je parle avec un agent, puis que le mec va dire ouais, tu vas voir, ce mec-là, il a du potentiel, ce mec-là, il va faire ci, ça, et au final, tu te retrouves avec un joueur qui a pas du tout, c'est pas du tout ce que tu as vendu. C'est là où je parle de à quel moment on fait intervenir aussi l'image de l'agence. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça ce que tu as dit, Jérôme. C'est qu'à un moment donné, tu vas, même si Ah, Mélo a la raison dans ce qu'a dit, c'est-à-dire on n'est pas, vous n'êtes pas ses parents, enfin c'est pas du tout leur rôle, mais vous savez que vous allez devoir replacer, parce que le mec il est en contrat avec vous, vous allez devoir le replacer, etc. Et si à un moment donné, avec le club, ça a clashé, que quand tu le reprends et tu lui dis rien, t'inquiète, j'ai trouvé un club, machin, etc., mais que ça recommence, je pense sincèrement qu'en termes d'image, c'est quand même pas une bonne chose pour une agence et que tu dois à ce moment-là intervenir. Et c'est là où tu dois avoir quand même ce rôle, yes. tu vois, d'accompagnement. Mais 100% d'accord avec toi. Et enfin, Si je peux, Jérôme, il y a un clairement, si point. tu bosses avec, Ah, vas-y, ouais. vas-y, termine. Non, mais je disais simplement que j'étais d'accord et que effectivement, quand tu travailles avec une agence qui représente des joueurs et que ça se passe pas bien avec les joueurs qui ont été recommandés et dont l'agence s'occupe, ça a automatiquement, ça a automatiquement un effet et une répercussion sur la manière dont toi tu vois l'agence et voilà. Mais pour faire court, je pense que le rôle d'un agent slash manager, il est il est aussi d'accompagner le joueur dans ces étapes-là et de faire en sorte qu'il rentre entre guillemets dans le moule. Et, euh, et pour moi, ça fait partie des responsabilités euh, d'un agent slash manager d'accompagner. Voilà. Après, on ne peut pas répondre de tout, parce qu'on n'est pas toujours, présent, il y a une distance, mais être dans l'accompagnement aussi. Donc un accompagnement global au final, avec toutes les prestations que vous proposez, c'est un accompagnement global. Et c'est pour ça que tout à l'heure on pouvait pas donner le nombre. Moi, c'est pour ça que je voulais voir Augustus si elle allait vraiment chiffrer le truc. Mais je trouve que pour un agent, tu peux pas avoir. Si tu fais vraiment bien, correctement le travail sur l'accompagnement global, je me vois pas avec un agent qui a, je te dis une bêtise, mais une vingtaine de joueurs. J'ai l'impression que pour moi c'est trop par rapport à ce qu'il doit faire. Si tu dois lui trouver Ça dépend les 20 joueurs, des- c'est quoi? Les 20 joueurs, Hein? ils ont quel statut? Ça dépend, les 20 joueurs, ils ont quel statut?
Mais en fait, moi, je trouverai pas je sais pas, il n'y aura pas de statut parce que on va prendre, tu vas gérer Apex, c'est-à-dire en fait, bah, tu vas prendre, c'est la gestion du temps selon le profil que tu as. Un Apex, tu vas pas lui trouver de l'événementiel, etc. Parce qu'Apex, il gagne très bien sa vie, il n'a pas le temps de faire de l'événementiel, etc. Tu vas par contre soigner son image, les invitations dans des émissions à forte audience, la communication sur les réseaux, l'optimisation. Optimisation fiscale et investissement IMO par exemple ou investissement ailleurs par exemple ces services là que tu peux l'aider à gérer son argent. Tu vas prendre des joueurs, pardon je vais prendre l'exemple, mais qui sont plus sur une fin de carrière. Désolé, je le prends, mais parce que je l'aime beaucoup. On a Jackie qui est dans cette situation-là, puisqu'ils ont annoncé la fin avec Mousquetaire. Jackie, c'est un mec qui a un background de ouf, c'est un beau gosse de malade, il charge bien et tout ça. Donc, tu vas mettre de l'énergie sur quoi? Tu vas lui trouver de l'événementiel. Peut-être on a la chance, on le verra peut-être mannequin sous-vêtements bientôt. C'est beau gosse le mec. Elle en a de la chance, Allons-y. Mélo. Elle en a de la Allez. Pour retourner à la Voilà. salle pour faire mannequin sous-vêtements. Il est marié, c'est normal, il prend du poids. après, le truc, c'est que, non, mais tu vois, la gestion du temps que tu vas prendre selon les joueurs, c'est pas la même. C'est pour ça que 20 joueurs, et puis pour un jeune, qu'est-ce que tu vas faire? On est en plein dedans, nous. C'est des mecs qui sont dans le subtop, tu es en train de les développer. Si tu n'as pas la possibilité de les payer entre guillemets, si tu les payes, je sais pas moi, 500 balles et tout ça, tu peux pas en vivre. Ça dépend après s'ils sont encore chez papa, maman, mais tu vas les faire installer le stream, tu vas leur faire développer le stream, tu vas leur faire, tu vois, des choses, tu vois, tu vas leur faire des choses comme ça. La gestion du temps, pour moi, normalement, si tu veux être bon, elle peut être pas équivalente, mais tu vois, comme ça, t'as vu, selon les profils, comment tu gères ton truc. C'est que ma vision de l'extérieur. Il y a que Jérôme qui peut confirmer ou pas, ou Mélo, puisqu'elle a travaillé dedans. Et en plus, on a Jackie qui va checker Habib. Sous-vêtements bébé ou prétentieux? Non, mais effectivement, tu mets pas la même énergie, tu mets pas ton énergie au même endroit en fonction du type de joueur. Sur des petits profils, tu vas mettre beaucoup d'énergie des fois à chercher des structures parce que bah, tu dois trouver les contacts dans les petites orgues, trouver la bonne personne, essayer de taper à toutes les portes pour trouver le contrat potentiellement qui va rester pour un joueur. Bah, un Apex, par exemple, bon, bah voilà, tu sais très bien que les orgues, elles vont venir taper à la porte tout naturellement. Donc, effectivement, tu mets pas cette même énergie. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'image de l'agence auprès des organisations, auprès des structures. Une agence peut choisir de travailler aussi avec un joueur ou non. Tu vois, soit tu fais, comme je disais tout à l'heure, tu peux faire de la masse et accepter un peu tout le monde en disant bon bah c'est pas grave et puis on essaiera de les placer. Soit tu peux essayer de sélectionner aussi les joueurs avec qui tu as envie de travailler parce que ces joueurs ils ont un mindset, parce que tu sais que c'est des joueurs que tu vas pouvoir accompagner correctement. Parce que prendre des joueurs que tu sais que tu pourras pas accompagner parce que bah, ils veulent pas développer leur image, ils veulent plus jouer ou j'en sais rien, bah, ça peut être très compliqué. Et ça c'est un point au niveau de la relation avec l'orgue qui est aussi important, c'est que il y a des orgues qui ont une très mauvaise image, comme tu l'as dit, de certaines agences. Et ça freine certains joueurs à travailler avec des agents. Parce que, on le sait, hein, l'e-sport, c'est pas réglementé. Les orgues, surtout les petites, aiment bien faire... je mets de côté tout ce qui est top 10, voire 20 mondes en termes de contrat, mais les petites organisations, elles aiment bien faire un peu tout ce qu'elles veulent des joueurs, mettre n'importe quoi dans les contrats. Et donc, quand il y a un agent, c'est embêtant. C'est embêtant parce que l'agent va essayer de protéger le joueur, il va relire les contrats, il va négocier. C'est embêtant. Est-ce que pour vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut freiner certains joueurs ou est-ce qu'au contraire, ça doit être une vraie alerte pour eux et se dire je ne vais pas dans cette orgue, je me protège et je préfère être accompagné d'un agent et aller dans une orgue qui acceptera ça parce qu'elle a aussi envie de protéger mes intérêts. Commencer parce que en fait c'était là où je voulais rebondir tout à l'heure justement pour valider l'argument de Jérôme et c'est pile poil là où je voulais aller. Okay. En fait ce sont des exemples concrets. Pour avoir été dans des orgues, je peux vous garantir que quand le joueur nous annonçait qu'il avait un agent, enfer total. Parce qu'avec un agent tu sais qu'il y a bataille, il y a négociation, etc. Et au final il est vrai que quand tu as un agent, le joueur sort avec quelque chose de bien meilleur. J'ai eu des exemples, mais que ce soit petit ou... je ne vais pas citer de son nom, je ne vais pas citer son poste, sinon ça va être vite vu.
Mais j'ai eu une expérience donc, au téléphone d'une personne qui négociait avec une structure, une très 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 grosse structure internationale. Il pensait avoir dans les 15 000 à 18 000 euros. Ça, je vous donne les chiffres parce que comme je donne pas les noms, c'est pas grave. Il en sort avec 25. Il en sort avec 25. C'est plus d'autres trucs à côté. Ce qu'il faut savoir en plus du salaire que tu te fais, dans le contrat, l'agent, lui, parce que la plupart des gens, tu vois, par exemple, moi, pareil, je ne savais pas tout ce qu'il y avait dans les lignes de contrat. Tu as plein de petites lignes bonus. Parce que l'agent, peut-être dans le salaire, il va peut-être avoir la même chose qu'on avait proposé aux joueurs. Il va dire, mais à quoi ça sert d'avoir l'agent? Ouais, mais l'agent, il va arriver, il va te faire. Alors, prime si on est dans le top 30 pendant machin. Prime si on se qualifie à un événement machin. Prime si on fait ça. Prime si on fait ça. Prime si on fait ça. Et en fait, tu veux, mis bout à bout, c'est ce qu'a dit Jérôme. Je pense sincèrement qu'il est en plein dedans. Avec un agent, tu peux t'en sortir avec 20-30% supplémentaires par rapport à ce que tu pouvais espérer. Alors, payer les 10% de l'agent. Dans le cas de ce que tu viens de citer, il y a plus que ça. Alors, Oui. attends, Il a l'exemple que j'ai calculé. donné sur le. Ouais. Ah, Sur les 25 000. Il y avait une bonne rentabilité là, de prendre un agent. Là, Mais, et là, la part de l'agent, finalement, elle est totalement couverte. Parce que ce que le joueur était prêt à accepter initialement, parce qu'il aurait pu avoir, ce qu'il a gagné en ayant un agent, en étant accompagné, ça paye totalement son agent. Alors, t'imagines, là, je t'ai parlé juste de la négociation de salaire. Oui, salaire, mais juste avec son salaire. Voilà, je vous ai même pas parlé de ce qui a été négocié en bonus en plus supplémentaire. Alors, autant vous dire que c'était énorme. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'une personne. Encore une fois, je fais bien attention de ne pas citer, mais cette personne-là était très, très capable de gérer son contrat tout seul. Ok. C'était quelqu'un qui est très bon. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a une réalité aussi de marché. Parce qu'en fait, les agents, ils y vont des fois, ils y vont au culot. Des fois, parce qu'ils ont l'habitude de taper haut. Même moi, c'était mon métier, j'étais cadre commercial. C'était mon métier de négocier des contrats. Et quand je vois ce qui est proposé aujourd'hui, je me suis dit, mais moi, si j'avais négocié ça, de toute façon, c'est simple, je ne vous le cache pas. Moi, j'ai un ami, vous le connaissez certainement, Omiya, Xavier Roussac, qui est chez Falcon. Je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai demandé de l'aide à l'époque, quand chez Falcon, j'ai dit, écoute, ils veulent me signer un contrat, s'il te plaît, dis-moi sur quoi je dois tabler, machin, etc. Qu'est-ce que je dois mettre? Parce que je n'avais aucune idée. Et là, dans la négociation, tu vois, comme c'est pas, moi j'étais commercial, mais dans un autre secteur d'activité, je savais pas tout ce qu'on mettait chez les pros, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, c'était pour rebondir sur toi, ce que tu as dit, hein, Jérôme, je suis. Tu as dit tout à l'heure le mot indispensable, Mélo. Moi, je le mets, même s'il est fort, ce mot indispensable, comme ça valide mon idée. C'est indispensable si tu veux prévenir de ton futur. Et on parlait justement tout à l'heure des petites pépites en devenir, des jeunes joueurs qui seront, je l'espère pour eux, dans le top monde, et que ça soit sur du CS ou même sur d'autres jeux. L'intérêt aujourd'hui pour eux d'avoir un agent, c'est faire un investissement sur leur futur. C'est quelqu'un qui va les aider à se développer de la bonne manière, à être protégés comme il le faut, à avoir un revenu qui est directement... Parce qu'il y a des joueurs qui ne savaient pas négocier, qui ont été d'un seul coup recrutés par des grosses organisations, qui étaient très jeunes, qui avaient un salaire qui était bien en deçà de ce qu'ils auraient pu avoir en étant accompagnés. Et donc l'agent, oui, ça coûte cher au départ pour des jeunes joueurs, ça peut paraître cher, mais finalement, pour ce que tu vas gagner par la suite, c'est un investissement que tu fais. C'est un investissement que tu fais sur ta carrière, sur toi, parce que les contrats, par exemple, de partenariat, ces joueurs-là, ils ne vont pas les chercher par eux-mêmes. Ils ne vont pas aller développer leur image, ils ne vont pas être accompagnés dans leur communication. Aujourd'hui, un joueur, c'est pas juste un joueur, c'est un produit marketing également. C'est un produit pour les organisations. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que en fait, j'ai pas envie de retirer le côté humain. Mais bon, moi vous me connaissez, je parle toujours cru. Je parle toujours le modèle. En fait, les gens, faut qu'ils prennent conscience aussi, c'est que en fait, on est dans le monde du travail en fait, et que le joueur, mais pour les organisations, pour les structures, c'est pas un être humain, c'est un investissement. Ça faut bien le comprendre. Donc quand tu es joueur et que tu sais pas négocier tes contrats, que tu connais pas la société, que tu connais pas le monde du travail, que tu sais pas comment gérer ta carrière pro, que tu sais pas cultiver ton image,
tu as forcément besoin d'un agent qui sait faire ça et qui peut justement t'accompagner là-dessus. Parce que, en fait, c'est une manière de te protéger. Parce que pour les acteurs extérieurs, tu restes un produit marketing. Donc, je veux Ah, pas dire que c'est la vérité aujourd'hui. Enfin, c'est triste de dire ça comme ça, mais en fait, le joueur c'est du business. Donc Bah, pour c'est les une structures, image. pour les organisations, je vais pas dire c'est un billet, mais en fait l'organisation elle va essayer de faire en sorte que ça leur apporte plus que forcément aux joueurs, et donc du coup si t'as pas d'agent, et ben tu vas te faire arnaquer sur certains contrats et t'auras peut-être pas le salaire qu'il faut, t'auras peut-être pas les choses que t'aurais pu avoir si t'avais quelqu'un qui sait négocier, parce que négocier c'est pas uniquement une question de joueur ou agent, même parmi les agents t'as des agents qui savent pas négocier, parce que la Mhm. négociation c'est quelque chose de très compliqué, c'est pas tout le monde qui peut négocier, il y a un pattern pour pouvoir faire de la négociation. J'ai même appris ça quand j'étais en marketing. La négociation, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. Et quand tu es joueur et que tu connais pas la vie du travail, que tu connais pas la société, que tu sais pas te débrouiller, t'as forcément obligé d'avoir un agent pour te protéger en fait des acteurs extérieurs qui voudront capitaliser sur toi en fait, plus que t'apporter des choses au final. Donc l'agent, il est indispensable là-dessus. Mais C'est une même protection. si tu restes sur le côté humain, il- juste je finis Vas-y, avec ça, Mélo. Jérôme. Alors, je parle avec le prisme très jam parce que j'ai pas travaillé dans d'autres agences, donc je sais pas, voilà, j'ai pas la vision de chaque agence et je ne veux pas juger leur travail. Euh, L'agence, elle a un côté, certes, on va vendre l'image du joueur, hein, on va la monétiser auprès des partenariats, etc. Mais il y a aussi une part très importante qu'on a évoquée, mais dont on a peu parlé, c'est l'après-carrière. Aujourd'hui, tu as des joueurs que tu accompagnes tout au long de leur carrière, et du jour au lendemain, bah, il n'y a plus d'offres, il n'y a plus d'équipe, Même dans il le n'y a plus sport, rien. c'est sous-estimé. Même dans le Voilà. sport, c'est. Et Ouais. donc, tu as des mecs ou des filles qui se retrouvent à avoir été joueurs pendant 10, 15 ans de leur vie, qui n'ont fait que ça et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien. Bah ça s'anticipe. Et aujourd'hui, quand tu es bien accompagné, bah, si par exemple tu es une jeune pépite ou tu es un jeune joueur, ça tu l'anticipes dès le plus jeune âge, avec des investissements, avec des revenus complémentaires, avec tout ça. Et quand tu n'es pas accompagné par quelqu'un dont c'est le métier, qui va en plus te décharger de ça, parce que moi j'ai parlé avec des joueurs et même avec Audric, que j'ai longtemps accompagné durant sa carrière. Quand tu arrives à un certain âge, tu as des responsabilités supplémentaires dans ta vie que tu n'avais pas quand tu avais 16 ans, que tu as commencé à jouer, et qui viennent te brouiller l'esprit quand tu es en train de jouer. D'un seul coup, tu vas penser, tiens, est-ce que j'ai sorti ça, je devais faire ci, machin, je dois appeler lui après la game. Ça, tu as des agents qui viennent te décharger de certaines responsabilités que tu pourrais avoir. Non pas pour t'abrutir ou quoi que ce soit, mais justement pour que tu puisses te concentrer sur ce que tu sais faire le mieux. Et donc, c'est ce qui est joué et ce que tu dois faire pour pouvoir avoir une carrière la plus longue, la plus grande. Et voilà, vraiment te concentrer sur ce que tu dois faire. Donc, il y a un côté humain. Faut pas voir ça C'est comme un produit. Il y a de l'humain Non, qui rentre là-dedans. attends, ah non, Côté org, attention quand je côté dis. org, il y a du produit. Non, quand j'ai dit bah, produit, je parlais des organisations et des structures qui sont des entreprises. Oui, Et oui. les entreprises, et les ah non, entreprises, mais ce qu'elles alors, veulent, c'est Mais l'agent souvent aussi, hein. pour leur, C'est une c'est souvent entreprise pour leur derrière. intérêt. c'est Oui, ça, oui, c'est non, ce que d'accord, voilà, l'agent aussi, c'est ce que j'allais l'ag- dire. l'agent aussi, mais du coup, Ah, mais pour avoir il faut pas. pardon, excuse-moi. Attends, désolé, si je peux rebondir sur ton point, parce que j'avais bien compris, j'avais bien compris ton point. Que ce soit côté organisation, côté club, enfin, tu vois, un joueur n'est pas, voilà, n'est pas qu'un produit, qu'un objet, il n'y a pas qu'un but marketing, mais ça fait partie de l'équation. C'est-à-dire que un club, c'est effectivement c'est une société, il y a un business model, et in fine, pour qu'une société puisse perdurer dans le temps, elle doit générer plus de recettes que ce qu'elle ne dépense. Et c'est ce que je cherche à faire tous les clubs. Donc, si demain un joueur est recruté par un club, il est certain que leur objectif ce sera de proposer aux joueurs le minimum qui lui permette d'être d'être OK pour rejoindre l'organisation et d'être heureux, quoi. Ouais. Voilà.
d'être heureux. En tout cas, de ne pas avoir le sentiment d'être complètement lésé. On va dire ça comme ça. Et donc, dans une négociation, souvent, la première proposition qu'on reçoit, c'est effectivement ce minimum. Et après, il peut se retravailler avec de la connaissance de la scène, du milieu, de ce que sont les standards actuellement sur le marché, tout ça. Mais bref, je veux pas je pense qu'il est important de ne pas vampiriser non plus les organisations et les clubs, parce que quand on prend l'exemple de Vitality, qui est l'équipe qui depuis un an sur Counter-Strike gagne à peu près tous les tournois auxquels il participe, ou pas loin. La meilleure équipe du monde, dis-le. La meilleure équipe du monde, Jérôme. Dis-le. C'était la meilleure équipe du monde. Et on est chanceux parce que ça reste une organisation française avec des Français. Et mais typiquement, pour arriver à ce niveau de performance, je te le dis, pour avoir affaire à eux, ils n'ont pas qu'une approche business quand il s'agit du traitement des joueurs. Ça fait partie de l'équation. Mais chez Vitality, les joueurs sont bien encadrés, je veux dire, ils en prennent soin pour le coup. Je suis d'accord, mais donc après, toutes les organisations n'ont pas toutes la même éthique. Ça dépend de. Puis ça dépend aussi et puis ça dépend aussi des pays aussi. Je sais pas, Augustus, moi je te dis la vérité, on est dans la compétition. Moi, Ah oui. Hein. En fait, à partir du moment où c'est clair entre les deux, parce qu'il faut pas vivre dans le monde des bisounours, le joueur sait qu'il sera choyé tant que ça perf, et c'est tout à fait normal. Et à un moment donné, quand tu es sur la descente, la baisse, et que tu vois pas de solution, je dis pas, il faut pas être sanctionné direct. À un moment donné, que tu aimes le joueur, ça ne fait aucun doute. Moi, j'ai pris ce genre de décision en tant que coach. J'ai pris ce genre de décision de séparer des gens. C'est des gamins avec qui j'ai passé énormément de temps et que j'apprécie énormément. Je te donne un exemple, mais vraiment, Gère, Sixer, ça, c'est des gens que je connais depuis 20 ans. Sixer, j'ai dû l'écarter. Alors que Sixer, c'est ça fait partie de mes meilleurs souvenirs avec ma Gère, etc. Et à un moment donné, je suis obligé de l'écarter. Ça me fend le cœur. Et à un moment donné, tu peux pas. Voilà, c'est de la compétition et ça, faut l'accepter. Seul, voilà, c'est peut-être un peu de frustration, d'immaturité de la part de joueurs quand ils sont kickés, d'être énervés, etc. Moi, j'en ai fait partie aussi. Voilà, ça fait partie. Moi, je pense que ça fait partie du truc. C'est normal. On est dans une industrie et si on veut se professionnaliser, faut l'accepter. C'est la même chose dans le sport, puis même dans d'autres domaines. Moi, je sais que je suis consultante. Si demain on me trouve plus de mission, que je rapporte plus d'argent à la boîte, ils vont pas me garder sur le banc éternellement. À un moment donné, la question va se poser. Parce qu'on a aussi en tant que consultant le banc, on est bench, comme les joueurs, voilà, on est bench. Si je suis sur le banc beaucoup trop longtemps, la boîte va commencer à venir me parler en me disant, écoute, voilà, ça fait tant de temps que tu es sur le banc, parce que eux me payent dans le vent. Mais c'est un business, quoi. Ça reste du business, ça reste un monde de requins. Je suis désolé de paraître fataliste, mais en général, bon, c'est-à-dire qu'on peut masquer des intentions sur le côté humain et tout. Oui, bien sûr, il y a l'être humain, parce qu'il y a quand même des règles à respecter, il y a quand même des choses à respecter chez les gens et d'un point de vue éthique. Mais bon, pour moi, il faut... Et je pense d'ailleurs, c'est quelque chose qui... On peut dire ça pour les jeunes joueurs en général, et même société globale, mais comme on parle d'e-sport, moi je trouve que c'est quelque chose qu'il faut inculquer très très jeune, très vite. Que l'e-sport et même de manière générale, c'est pas le monde des bisounours, c'est que tu peux avoir et que il faut apprendre à te protéger et à savoir négocier, à savoir cultiver ton image et à savoir te reposer sur ce que tu sais faire et prouver en fait ce que tu vaux. Et à être performant surtout. Et à être performant et à l'encadrer et à le gérer en fait. Et c'est parce que D'où la place des agents. Oui, ça, c'est l'agent. Oui, complètement. Mais d'ailleurs, les agents, tout à l'heure, vous avez parlé multigaming, machin, etc. GG, des influenceurs, sur la fin de carrière, ils resteront pas très très longtemps. Tout ça, c'est des trucs qui ça donne pas envie ou parce qu'au niveau de l'image, c'est un peu comme Audric, moi. C'est bon, effectivement, je peux pas faire du sous-vêtement parce que là, faut que je retourne aussi à la salle avec lui, mais visuellement parlant, on peut donner.
alors, nous, dans notre modèle, on accompagne Escrocs. des joueurs qui sont plus actifs et qui se reconvertissent. On en avait un dans le chat il y a pas longtemps d'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours là. Et donc ça fait partie de ce qu'on fait, mais c'est comment dire, c'est un accompagnement qui est différent et c'est surtout un accompagnement qui diffère beaucoup en fonction du profil que tu accompagnes. Je vais te prendre un exemple. Il y a des créateurs de contenu qui sont in fine très débrouillards et indépendants. Il y en a d'autres qui nécessitent d'avoir beaucoup plus de support, de ressources. On s'est rendu compte de ça et on s'est rendu compte que à notre stade de développement aujourd'hui, c'était compliqué d'aller sur des profils en tout cas qui avaient besoin de beaucoup d'accompagnement et du coup de dédier beaucoup de ressources à ça. Donc pour l'instant, à notre stade, l'idée c'est on est spécialisé, plus on est spécialisé, plus on produit, tu vois, du bon boulot. Et dès qu'on aura trouvé, on va dire, notre vitesse de croisière sur le joueur actif et sur l'accompagnement de nos joueurs actifs vers la sortie de carrière, c'est pas exclu que je frappe à ta porte, Oz, pour Il y aura des m'occuper de toi. il y aura des jeunes. Moi, évidemment, c'est plus le même, c'est plus le même truc. Non, mais tu sais pourquoi j'ai fait cette transition-là? Parce que on voit de plus en plus de joueurs qui font une transition. Tu sais, des joueurs, alors soit des joueurs qui étaient en fin de carrière. Donc, on a parlé effectivement de Shox, Kenny, mais ça peut être aussi des jeunes du subtop. On voit, de toute façon, on voit les Vectis et compagnie, etc. Et j'ai l'impression, moi je le dis depuis un petit moment, c'est un petit peu la discussion que j'avais eue avec 3D Max, je disais que je pense qu'on va avoir ces créateurs de contenu qui vont devoir être, tu sais, les représentants des orgues. Tu as des communautés comme Vitality et tout, tu as Gentlemate avec effectivement Squeezie, Gotaga, Brox et compagnie. Et je pense que Vitality va, des fois il s'associe avec Link et Terra. Mais je pense que ça va devenir, je pense que ça va être l'avenir. Parce que quand on voit en fait les comptes des orgues, que ce soit sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est pas aussi puissant que celle des joueurs ou notamment des influenceurs. Et je pense que pour développer les partenariats avec les marques, je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, mais c'est c'est intéressant d'avoir cet influenceur collé à la structure. Un exemple tout bête, aujourd'hui dans l'écosystème, on a le case opening. Le taux d'engagement que tu vas avoir sur le case opening, il est quand même 1000 fois supérieur chez un créateur de contenu plutôt que, je pense, une équipe. Donc j'ai. C'est pas ça apporte pas la même chose. Ouais, c'est pas le même type de communication. Ouais, et qui va apporter plus? Je cherche pas. En termes, si tu parles purement, on va dire que quand ce type de plateforme se rapproche d'un créateur de contenu, il y a cette notion de rediriger du trafic et donc, tu vois, de mesurer du chiffre et de l'apport. Quand tu vas sponsoriser un club, tu vas être plus sur le travail de, c'est plus du travail d'image. Tu viens associer ta marque à un club prestigieux ou une équipe prestigieuse. Donc C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose et du coup, c'est pas toujours évident de mesurer. En marketing, c'est pas toujours évident de mesurer l'impact de ces campagnes-là. Il existe des manières de le faire, mais pour rebondir sur ce que tu disais, on le voit, aujourd'hui, il y a eu une vraie. Il y a eu une période où il y a énormément d'organisations qui ont bénéficié d'avoir un créateur de contenu soit rattaché, soit qui est carrément fondateur. Pour Gentlemate, on a des bons exemples en France avec Gentlemate, avec Cassé également. Et en Espagne, on pourrait trouver des clubs similaires. J'ai en tête Heretics, par exemple, qui a des créateurs de contenu qui sont cofondateurs également. Chez G2 eSports, c'était un peu différent, mais on peut partir du principe que notre cher ancien CEO et fondateur de G2, Ocelot,
pouvait avoir cette casquette Ouais. Attention, on parle de d'influenceur slot, ça slash pique. créateur de contenu. Oui, mais c'était Oui, quelque oui, chose. oui, C'était un Voilà. ambassadeur en termes d'image. Oui, projeté, voilà. quoi. Après, au-delà des, voilà, des trucs qu'on a entendus, mais après, c'est. Non, mais voilà, il pouvait endosser voilà, ce rôle-là. Mais tu vois ce que je veux dire. Je me suis posé cette question si à un moment donné, on va prendre un des influenceurs. Bon, on a Shox qui est avec aujourd'hui KRL, qui sont les deux plus gros influenceurs français. Je dis pas de bêtises. Je prends pas Croissant Strike. Parce que Croissant Strike, je pense que c'est un média qui Un est média de pour moi, caster. voilà, qui est quand même le plus gros média. C'est un Ouais, diffuseur, quoi. c'est devenu le plus gros. Ouais, mais c'est devenu le plus gros média. C'est toute une équipe maintenant. C'est devenu une bonne machine huilée et tout. Mais en influenceur indépendant, on a Shox et KRL qui sont les plus gros. Et ces deux personnes-là, typiquement, ça peut être des ambassadeurs d'une structure. Après, voilà. Et je me posais la question si les agences, que ce soit toi ou que ce soit l'autre Jérôme, est-ce que vous avez démarché ce genre de personnes, sachant que, bon, a priori, ça reste les personnes que tu as dit, des débrouillards, quoi. KRL, je sais qu'il n'en a pas besoin. KRL, c'est un tigre. Je pense que je vais peut-être te donner trahir un secret, mais je pense qu'il y a déjà des agences qui travaillent avec eux, mais de manière ponctuelle, c'est-à-dire c'est Ah oui. pas. Ah oui. Je sais qu'ils sont tous les deux, indépendants, c'est-à-dire qu'ils développent tous les deux le cœur de l'activité, les vidéos, les lives, etc. Ils sont très indépendants dans ce qu'ils font. Mais rien n'empêche une agence, si elle a, tu vois, une campagne ou un deal Une collab. qui pourrait fitter, voilà, de collaborer avec le créateur. Ça, c'est des choses c'est des choses qui arrivent. Et après, je vais te dire, pour accompagner, ce type de créateur de A à Z, la complexité, c'est que chaque créateur est différent et que il y a, le degré de ressources, le niveau de ressources et le degré d'investissement que tu dois mettre en place d'un créateur à un autre n'est pas le même. Et donc c'est compliqué tu vois, c'est compliqué comment dire, de créer entre guillemets une offre un peu standard autour de ça, tu vois. Donc c'est un peu au cas par cas. Et nous, pour le moment, le choix de se concentrer sur les joueurs, d'une part les joueurs actifs et les joueurs qui ont opéré une reconversion. Et pour le moment, on est satisfait avec ça. Ok. Pardon Mélo, je fais une Non, bifurcation. mais c'est intéressant. C'est lié à l'agence. C'est lié à l'agence. Messieurs, on arrive au bout de ce débat. On va refaire un petit tour de table pour avoir votre mot de la fin. On va commencer. Qui souhaite se lancer? Allez, Jérôme. Allez. Non, mais je vais juste conclure sur cette notion pour répondre à la question, est-ce que c'est indispensable? Moi, je pense que ce qui est indispensable, c'est d'être bien accompagné quand on est joueur pro et qu'on passe à un certain step. Et pour être bien accompagné, il y a différents outils, il y a différentes manières. Pour négocier un contrat, on peut aussi passer par un avocat. Et donc, ça fonctionne aussi. L'avantage avec un agent et le but d'un agent ou le but d'un manager, c'est que c'est sa spécialisation et d'accompagner des joueurs, souvent sur un jeu précis. Et donc, il est beaucoup plus, on va dire, au fait de ce qui se passe dans l'industrie. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il peut y avoir une plus-value, mais en tout cas, l'accompagnement par quelqu'un par un professionnel, dès qu'on touche un contrat ou dès que les choses commencent à devenir sérieuses, est important. Voilà. Est indispensable. Ok, le mot. Et merci à vous merci à toi Mélo pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu. Ose Victor, qui se lance pour un petit mot de la fin? Moi, si tu veux, je laisse les anciens oui. finir. Ouais, Ok. très d'accord avec ce qu'a dit Jérôme. Je pense que c'est indispensable à partir du moment où tu as un accompagnement global, mais avec des personnes compétentes
et qui ne sont pas, tu sais, devenus une entreprise, tu sais, une industrie plutôt que, voilà, faut rester à taille humaine et à taille, voilà. Donc ça revient dans la compétence. On le voit de plus en plus j'allais dire, dans pas mal de boulot maintenant. Tu sais, t'en as qui veulent vraiment grossir et ça baisse en qualité de service. Donc je pense que quand tu as un bon accompagnement individuel, c'est vraiment indispensable. Je, je pense, pour être très honnête, qu'il n'y a pas de... il y aura peu de chances que le partenariat se rate avec un bon agent. Donc c'est indispensable pour moi. Victor? Parce que Euh, bon, papy n'entend euh, plus, hein. eh, Non, mais parce que Victor a dit, je te laisserai le mot de la fin. Et, oui, mais j'ai rien dit, je l'ai laissé partir. J'avais dit finir, mais lui il est parti. Donc... Ah pardon, c'est Ah vrai, moi oui, non Eh mais... oui, je crois que c'est dit pour finir. ça que je Ah dis ouais, ça. ouais. Ah pardon. Mais je t'ai laissé, t'avais l'air tellement Ouais. inspiré. Il a pas compris, mais j'ai Non, rien mais dit. d'ailleurs, ouais, je pensais que tu dis honneur au vieux Ah d'abord, oui, je donc te fais honneur, pardon. c'est toi qui finis. Toi, C'est gentil. Non, mais t'es un habitué de l'émission, à toi d'avoir le mot de la fin, ça me va. Non, moi pour moi les agents de toute façon pour moi c'est quelque chose, c'est du bon sens. Pour moi c'est quelque chose qui est indispensable. De toute façon c'est une structuration pour l'écosystème de manière générale, mais c'est indispensable pour plein de raisons, mais surtout, je le répète, c'est dans l'accompagnement en fait des joueurs, et c'est surtout préparer aussi les joueurs en tant que à rentrer aussi dans un monde qui peut parfois être aussi impitoyable, parce que ça reste l'e-sport, c'est un peu coloré, en fait l'e-sport aussi, il y a un regard là-dessus qui est faussé. Et on voit que c'est coloré parce qu'on joue aux jeux vidéo et que c'est trop cool et tout, et en fait on se rend pas compte que ça reste comme n'importe quel système, c'est un système de business quoi. Donc pour moi les agents sont indispensables dans cet accompagnement-là, pour la préparation en fait aux joueurs à se gérer et à rentrer en fait dans leur carrière, et aussi pour l'avant et que ce soit l'après. Et surtout qui vont rentrer dans un domaine aussi qui est international, et que avoir un agent qui s'y connaît, en fonction des cultures que tu rencontres, parce que la façon de négocier des contrats et de négocier sa carrière pro, elle n'est pas la même en fonction des nationalités que tu rencontres et des organisations que tu rencontres. Donc c'est important aussi d'avoir un agent qui s'y connaît. Quand tu négocies avec une structure américaine, c'est pas la même chose que quand tu négocies avec une structure russe, ou quand tu négocies avec une structure chinoise, par exemple. Je Mm. prends des exemples. Mais voilà, c'est indispensable pour que le joueur puisse se retrouver et puisse poursuivre sa carrière tranquillement, et surtout se développer aussi en tant qu'humain aussi. C'est important. Donc voilà. Je vous rejoins et je dirais que le mot indispensable, pour moi, ça l'est, vraiment indispensable d'être accompagné par un agent. Je dis pas ça vis-à-vis de Jam, je dis ça en toute objectivité. Non, vraiment, je pense, moi j'ai beaucoup poussé pour que Audric se fasse accompagner à l'époque où Jam n'existait pas, parce que d'une, ça allait le protéger, ça allait l'aider à mieux négocier. Donc je pense qu'avant tout, il faut que les joueurs ils pensent à leur protection, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas sur la scène e-sport d'organisme qui est là pour les protéger. Donc il faut qu'ils se fassent accompagner par les systèmes extérieurs. Et attention, éviter d'être accompagné par l'agent de l'organisation, parce que certaines font ça, elles proposent un accompagnement sur la négociation de leur contrat par elles-mêmes, ce qui est loin d'être objectif. Ouais. Et c'est aussi de trouver l'agent qui correspond aux joueurs. Aujourd'hui, il y a pas mal d'agences qui ont vu le jour ces derniers temps. Elles proposent toutes des services différents, des accompagnements qui peuvent différer. Et si je devais conseiller les joueurs, je leur dirais de discuter avec les agents pour savoir ce qu'ils proposent, ce qui peut leur correspondre. Parce qu'il y en a certains qui ne se retrouvent pas dans certaines agences parce que ça ne va pas avec ce qu'ils souhaitent pour leur avenir, ça ne correspond pas à leur projet. C'est un peu comme une boîte, hein, finalement, quand on rentre dans une entreprise, c'est pas fait pour tout le monde. Et donc de bien se renseigner pour être accompagné par la bonne personne et avoir un projet qui soit en adéquation avec les valeurs de cette agence-là. Merci à vous, messieurs.
Merci Merci au à toi, chat Mélo. qui a été très actif. Nous qui te remercions. Franchement, merci. Le chat, c'était très drôle de vous lire. Il fallait rester concentré, c'était pas toujours facile. Ah ouais, non, mais Jax et Kenny, ils sont en roue libre depuis 1 heure déjà. Non, mais- Ils ont voulu, non, mais ils ont voulu bully Jérôme. Ça se voit qu'ils se connaissent depuis 20 ans, les mecs. Tout Non, à l'heure, c'était- Risque rien. C'était vraiment très bien. N'hésitez pas à revenir, le chat, n'hésitez pas à proposer pour participer. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, un sujet que vous voulez mettre en avant, que vous voulez qu'on aborde durant une émission, n'hésitez pas à les proposer aussi. Là, je vais travailler justement sur les 3 prochains sujets. Donc, on a l'émission dans 2 semaines qui est sur e-sport et santé mentale, est-ce compatible? Et après, il y a 3 nouveaux sujets qui sortiront. Et donc, n'hésitez pas à faire des suggestions si jamais vous voulez parler d'un sujet, mettre en avant votre activité, votre association ou que sais-je. Merci à tous et sur ce, on vous laisse. À bientôt. Bisous à tous. Ciao, Merci, ciao. Ciao. Mélo. Bonne soirée. bisous.